Et salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois en live, on est le mardi 3 mars 2026, on se retrouve une nouvelle fois pour un live sur l'actu du jour. Aujourd'hui on va parler football, évidemment, on va parler de la nouvelle défaite du Real Madrid, des matchs de hier soir au global, on avait un peu de Ligue 2, de la Serie A, de la Ligue portugaise même avec le Benfica qui jouait, même de la MLS dans la nuit. Il me semble qu'on en a déjà parlé de ce match. Euh, et on va évidemment parler des matchs de ce soir, surtout ces matchs de Première Ligue évidemment. Mais on aura aussi la Coupe du Rang entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. La Coupe de France avec Strasbourg contre Reims. Et la Coupe d'Italie entre Com et l'Inter. On va aussi faire notre petite revue de presse. Évidemment, la revue de presse. Alors, on a pas mal de sujets différents. On a des sujets avec le Real Madrid. On a un peu de MLS avec Lionel Messi. Qu'est-ce qu'on a aussi? Euh, Oui, la journée hommage au football du XXe siècle en Liga. Des maillots rétro, des ballons, des tableaux d'affichage. Évidemment, la VAR en Coupe de France. Jérémy Jacquet et le Stade Rennais. Adama Traoré à West Ham. Enfin, des sujets bien variés. Habib Beye. Donc on va en parler évidemment, on est en live jusqu'à 16 h les amis, donc 2 heures de live, on n'a pas pu faire l'actu du jour ce matin, on était à la conférence de presse de l'OGC Nice avant le match contre Lorient, donc s'il y a des amis supporters niçois qui souhaitent parler de l'OGC Nice et du communiqué de presse qu'il y a eu hier avec l'arbitrage, on pourra en parler évidemment. N'hésitez pas à vous manifester sur le chat, alors je le répète, petite promo comme ça, hein, ça va être rapide, mais... on est en live sur TikTok, évidemment, donc n'hésitez pas à vous manifester sur le chat. On est en live aussi sur Twitch, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir mon écran aussi sur Twitch, donc n'hésitez pas là aussi à venir me suivre, à venir discuter, évidemment, s'il y a des gens présents sur le live Twitch. Sinon, vous pouvez retrouver cette rediffusion sur, sur, euh, sur la chaîne YouTube, évidemment, @trickfr et les plateformes de podcast Apple TV, Spotify, Deezer ou Amazon Music. Évidemment, on est présent sur tous les réseaux sociaux, donc TikTok, je le disais, Instagram, Facebook, Snapchat, Thread, est-ce que j'en oublie un? Et X, évidemment, hein, anciennement Twitter. Donc voilà, je le rappelle aussi sur le site Classic Football Shirt, évidemment, hein, on a un petit sponsor pour chaque vidéo, donc Classic Football Shirt. Le site où vous pourrez retrouver des maillots rétro, des maillots même récents, des crampons, des maillots de NBA, peu importe. Avec le code ATRICFR10, vous avez moins de 10% sur votre commande. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien qui est dans la chaîne YouTube ou même sur les réseaux sociaux. Normalement, on l'a mis. Même sur le compte Twitch, normalement, vous y avez accès. Donc n'hésitez pas à passer par ce lien et vous aurez moins de 10% sur votre commande. Voilà. Le petit pain promo, il est fait. On va pouvoir passer à notre live du jour, évidemment. On va parler des matchs de hier soir avec le Real Madrid, hein, le sujet principal, la nouvelle défaite du Real Madrid. Et on parlera des matchs de ce soir, on l'a dit. Et une fois n'est pas coutume, on fera notre petite revue de presse. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à les lancer, hein. On va discuter tous ensemble. On essaye de répondre à tout le monde. Voilà, on va démarrer du coup directement dans l'actu, hein. L'actu de hier soir, c'est la nouvelle défaite du Real Madrid, hein, qui pouvait se rapprocher du Barça en Liga, mais ça a été un match totalement atroce, que ce soit de la part de Retafe ou du Real, hein, mais bon, on s'attendait plus au Real. Fonctionnalité d'envoi de cadeaux suspendus et visibilité du live restreinte. Ce comportement n'est pas conforme à notre politique. La fonctionnalité d'envoi de cadeaux est suspendue durant ce live pendant 10 minutes. Motif, contenu reproduit. Vous êtes directement sur la monétisation de live pour en savoir plus. Ton live est également restreint. Consulte la section TikTok Live dans les règles de la communauté. D'accord, ok, une nouvelle fois, on se fait strike par Twitch, par TikTok. Aucune idée pourquoi j'ai été strike. Euh, Ok. Ok, bon, on a été strike par TikTok. Une nouvelle fois, on sait toujours pas pourquoi. Des fois, ce réseau m'étonne. Mais bon, c'est pas très grave, les amis. On va pouvoir quand même continuer ce live s'il y a toujours des personnes présentes. En tout cas, merci à ceux qui ont déjà mis des lives, à Noani du 8, hein, pour les likes sur le live. On va pouvoir continuer.
Désolé, petite interruption. Donc la défaite du Real Madrid hier contre Retafe, le match était assez horrible. On a eu un très beau but de la part de Retafe, de Martin Satriano, l'ancien lyonnais, l'ancien brestois, l'ancien lensois, il me semble, hein, il est passé par Lens. Martin Satriano. Mais si on va directement euh, sur les compositions déjà sur ce match, hein, la composition du Real Madrid est de Alvaro Arbeloa. Avec Courtois dans les cages, évidemment, Carreras, Alaba, Rudiger, on va revenir aussi sur ce joueur, Alexander Arnold. Au milieu de terrain, on avait une petite surprise, pas de Kamavinga, pas de Brahim Diaz, pas de... Je sais pas qui vous cherchez au Real, hein, des titulaires que l'on connaît habituellement ou des remplaçants. C'était le jeune Pitarch qui était titulaire dans cette équipe du Real Madrid, aux côtés d'Aurélien Tchouameni, le français. À gauche, Vinicius Junior, Arda Güler derrière l'attaquant, Gonzalo Garcia devant et Fede Valverde. C'est un 4-2-3, un 4-4-2, bon, peu importe la composition, hein, c'est toujours les animations qui priment. Côté Retafe, alors honnêtement, voilà, la composition de Retafe, les joueurs, je les connaissais pas forcément. Je connais rapidement le gardien Pablo Soria, il me semble. Bon, Martin Satriano qui était en Ligue 1. Arambari, ça me dit quelque chose aussi, mais après le reste, pas forcément. Mais pour le coup, s'il y a des joueurs à retenir de cette équipe de Retafe, s'il devait en avoir, hein, ça a été une équipe qui a fait beaucoup de fautes, qui a beaucoup haché le jeu, très physique. Mais bon, c'est un style de jeu, on va dire comme les autres, c'est pas ce qu'on préfère forcément. Mais, euh, mais ils ont eu le mérite de remporter cette victoire au Bernabeu contre le Real Madrid, même s'il y a eu beaucoup de fautes. Et il y a des joueurs comme Mila, comment il s'appelle le cher, je crois que c'est Luis Mila. Voilà, Luis Mila, très très bon joueur, très intéressant, hein, un peu un des seuls joueurs techniques que l'on a vu côté Retafe, Arambari aussi. Vasquez c'était plutôt pas mal, mais sinon le reste, bon Satriano, on connaît ses qualités comme ses défauts. Mais voilà pour cette équipe de Retafe. Par quoi commencer? Je ne sais même pas par quoi commencer dans ce match du Real. Juste pour dire qu'en fait, on n'a pas vu grand-chose, à part un Vinicius hyper actif qui a subi beaucoup de fautes en début de match. Et qui s'est très vite énervé aussi, hein. On connaît le tempérament du Brésilien, qui s'est très vite énervé lors de ce match mais, mais qui n'a pas scoré en première mi-temps. Le premier but est arrivé par Martin Satriano. Il y a très peu d'actions, honnêtement. Le match, on va aller checker les stats hein, avant de se faire peut-être le déroulé du match, mais vous voyez. Voilà, 1,91 d'XG de la part du Real, 0,50 de la part de Retafe. Possession de balle 77, hein, Retafe qui a défendu tout le match. On le répète, ils ont beaucoup haché le jeu. Sur les tirs, 18 tirs de la part du Real, 7 cadrés, 9 tirs, 3 cadrés pour Retafe, hein, qui a beaucoup joué en contre-attaque évidemment. 10 corners pour le Real, 2 pour Retafe. Et après, dans les stades, bon, il n'y a pas forcément de suite. 2 arrêts de la part de Thibaut Courtois, 7 arrêts de la part de Soria, le gardien. Et donc, c'est Martin Satriano qui vient marquer sur une grosse reprise espèce de reprise de volée qui va pleine lucarne de Thibaut Courtois. Le Real n'a pas proposé grand-chose, à part Vinicius Junior. Honnêtement, le reste, c'est un peu cataclysmique. Honnêtement, Rudiger, alors dites-moi ce que vous en pensez s'il y a des gens sur le live, hein. On va mettre peut-être un message sur les réseaux sociaux, comme quoi on est bien en live, parce que ce petit strike TikTok, il m'a fait du mal. Euh, Comment je peux déjà vous enlever ça comme ça, vous ne voyez pas forcément ce que je... Voilà. Ouais, donc on est en live sur Twitch pour l'actu du jour. Et TikTok. Tac, pour l'actu du jour. Hop. Donc, le live Twitch, juste là. Désolé, hein, je prends un peu de votre temps pour faire ma petite promo, mais bon, ça a été... J'ai pas trop compris ce strike une nouvelle fois, hein. TikTok, ils aiment bien me faire ça. Je ne comprends pas, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On ne lâche rien, évidemment. Coller, hop. Tac. Et TikTok. Alors, est-ce que ça marche? Si j'ouvre comme ça, ouais. Super, petit freestyle de Théodore en même temps, hein, on adore ça. Hop.
On peut poster ça. Est-ce que je peux mettre une story depuis là? Pas du tout. Là, ça va être mon live, hein, donc on va voir ma tête. C'est pas très grave. Non, c'est pas grave. Un. On peut pas faire ça, hein. Créer. Vidéo en direct, publicité. Non, on peut pas mettre de story. Bon, c'est pas grave, mon téléphone n'est pas à portée de main. C'est pas grave. Bon, on va continuer sur ce match, hein, évidemment. Désolé pour cette petite interruption, mais voilà. Ça vaut le coup quand même de faire la promotion. Comme ça, on sera toujours ensemble, on sera toujours un peu plus sur chaque live. Bref, donc, qu'est-ce que je disais? On a fait le tour des compos du Real Madrid contre Retafe. Le but de Satriano qui arrive à la 39e minute, hein, sur une des seules actions de Retafe. Parmi les joueurs, contestation approuvée. Nous avons approuvé ta contestation à la fonctionnalité dans votre canal, la visibilité de notre live. On te restaurer dans la. Ah. Eh ben nickel, voilà, ça nous a enlevé le strike sur TikTok. Donc voilà. Sur cette première mi-temps, à noter, hein, dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui ont vu ce match hier. Est-ce que Rudiger doit se faire expulser sur ce coup de genou envers Rico, il me semble, le latéral gauche de Retafe, hein, qui est juste là, vous le voyez sur Twitch. Est-ce qu'il doit se faire expulser? Il lui met deux coups de genou alors que le Real a récupéré le ballon, même s'il y a une faute auparavant. Il lui met deux espèces de coups de genou gratuits. Donc déjà, c'est hyper dangereux. Et il doit se faire expulser aussi sur un corner, sur une faute où il pousse un joueur. Enfin, au moins prendre un carton. Donc on n'a pas trop compris, encore une fois, hein, ce qui est arrivé dans la tête de Rudiger. Mais l'arbitre n'a rien sifflé, hein, pour le coup. C'était une touche pour le Real, il me semble. Euh, donc voilà. Même pas un carton, rien, aucun rappel à l'ordre. Assez incompréhensible, quand même. Il aurait pu le laisser KO sur le terrain. Mais bon, il y a eu quand même deux, trois actions comme ça qu'on n'a pas forcément compris de la part de l'arbitre, hein, des coups de sifflet. Que ça soit dans le sens du Real, hein, mais dans le sens de Retafe aussi, il y en a eu un ou deux un peu spécial, hein. Ça, je pense au carton jaune qu'a pris Aurélien Tchouameni, j'ai pas trop compris non plus. Mais bref. Donc voilà, Martin Satriano qui met le premier but. Vinicius, et je sais plus si c'est en première ou en deuxième mi-temps, qui a une grosse action sur une contre-attaque et qui tire à côté tout simplement, hein. Euh, qui tire à côté, tout simplement. Et donc là aussi, on n'a pas forcément trop compris ce qui s'est passé dans la tête de Vinicius, hein, pourquoi il va pas marquer juste il se trouve. Alors, je vois dans le chat qu'on a Delicat BX qui est bien là. Bah, bienvenue déjà sur le live et tu nous demandes Marseille se qualifie face à Toulouse demain. Oui, je pense que Marseille se qualifie face à Toulouse demain. La confiance après l'Olympico avec donc ce match contre l'Olympique Lyonnais, hein, cette victoire à l'arraché, ça a fait du bien dans la tête des Marseillais, je pense. Et Toulouse est une équipe qui va mal en ce moment. Donc je dirais une victoire. J'ai plus en tête si c'est au Vélodrome ou à Toulouse, mais quoi qu'il arrive, je pense que ça va pas forcément jouer. Là, je suis sur la Coupe de France féminine. Où est ma Coupe de France à moi? Enfin, la Coupe de France masculine. Juste là, hein. Donc, c'est bien au Vélodrome. Donc, oui, je dirais victoire de l'Olympique de Marseille. On tourne sur ce match du Real, évidemment. Donc, Alvaro Arbeloa fait des changements en 55e minute. Entrée de Rodrigo, sortie de Pitarch. Alors, là aussi, on n'a pas compris les choix de Arbeloa. Il perd, hein, en première mi-temps. Et il décide de faire rentrer Gino Hyssen à la place de Alaba et Dani Carvajal à la place de Alexander Arnold. Alexander Arnold, il n'a pas fait un grand match, mais bon, je préférais le voir sur le terrain qu'un Carvajal. Il fait rentrer un peu tard, je trouve, Mastantuono, Brahim Diaz qui rentre à la 87e minute alors que tu perds et que tu ne proposes rien offensivement ou très très peu de choses vraiment intéressantes. Encore une fois, hein, dans cette deuxième mi-temps, le coach de Retafe, alors j'ai plus son nom, hein, euh, voilà, Bordalas Jiménez, qui a joué son jeu, hein, qui a choisi de mettre son bloc bas, de hacher le jeu, hein, c'est comme ça qu'ils ont décidé de gagner. Ça a marché, il a fait des changements, encore pas mal de cartons jaunes, hein, lors de cette deuxième mi-temps. Et voilà, Arbeloa, on n'a pas forcément compris ses choix, hein. Pour ceux qui ont regardé le match sur beIN, il y avait comment il s'appelle, Omar Da Fonseca, évidemment, le commentateur, hein, et Benjamin Da Silva aussi, ne comprenaient pas pourquoi
Alvaro Arbeloa avait fait ce genre de choix, sachant que Eysen n'a pas fait un grand match, une grande entrée, Carvajal non plus, hein, par se plaindre. Rodrigo a été un peu actif, mais bon, pas trop compris. J'ai trouvé intéressant la rentrée de Franco Mastantuono. Bon, Brahim Diaz, il n'a pas eu forcément le temps de s'expliquer. Et bon, là, la fin de match, hein, avec les cartons rouges, le match était quasiment terminé, honnêtement. Il se passait plus forcément grand-chose. Je sais même pas si je l'ai vu. Je crois que c'était... Ah, en plus, je sais pas si le match était déjà arrêté. Bref, non, parce qu'ils nous mettent perte de temps. Bref, en tout cas, les cartons rouges, vague souvenir, hein, ça devait être encore une embrouille. Oui, il me semble que Vinicius a encore embrouillé à la fin avec un joueur. Mais voilà, défaite du Real, totalement logique. Alors, il y aurait pu avoir un match nul, hein, le but de Satriano, il sort d'un peu nulle part. Mais défaite ou match nul du Real, totalement logique, ils sont totalement rien proposé. C'était un match horrible, hein, lundi soir, on se tapait des matchs comme ça, alors que t'es le Real de Madrid. Ça a été plutôt moche. Mais bon, donc défaite du Real. Sur ce classement de Liga, du coup, le Barça qui a 4 points d'avance sur le Real, hein. Donc c'est peut-être un match, un tournant pour le titre, hein. Là, le Barça n'a plus qu'à s'envoler vers cette Liga. Il reste une dizaine de matchs, hein. Il me semble que c'est 36, ouais, 36 pour le Barça. Donc voilà, 4 points d'écart. Il y a encore possibilité pour le Real de Madrid de récupérer cette tête de la Liga, mais ils sont sur 2 défaites d'affilée contre pas des grandes équipes, hein. Osasuna qui est 10e, voilà. Et Retafe, du coup, avec cette victoire qui est 11e. euh, qui est 11e. Mais, euh, mais voilà, défaite du Real Madrid hier soir. Alors, sur les autres matchs de cette soirée, qu'est-ce que l'on avait? On avait un match de Ligue 2 avec 3 contre Amiens, donc 3 qui devaient s'imposer pour retrouver la tête de la Ligue 2. Ça a été fait, victoire 2-0 pour les Stacks, avec des buts de Diawara et Bentayeb contre Amiens. Amiens qui est en difficulté, il me semble qu'ils sont relégables. Amiens, effectivement, Amiens est bien 16e de Ligue 2 avec cette défaite du coup. Euh, avec cette défaite, donc ils sont à 23 points. Il y a 4 points d'écart avec Boulogne, le premier, non relégable. Donc ils sont relégables barragistes, hein. Évidemment, hein, en Ligue 1, on a ces petits barrages pour les accessions entre Ligue 1, Ligue 2 nationale et Ligue 2. Et les stacks, du coup, qui étaient en difficulté récemment. Il y avait eu quelques défaites, quelques matchs nuls. Mais là, ils ont gagné donc le 21 février contre Pau, et ils se sont imposés contre Amiens pour retrouver cette tête de la Ligue 2 avec 48 points, 2 points d'avance sur l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne qui est sur une bonne série en ce moment depuis l'arrivée de Philippe Montagnier avec 4 victoires d'affilée. Euh, voilà, côté Ligue 2, à noter une nouvelle fois la bonne performance de Mathis Détourbé, un très très bon joueur de Ligue 2. On va voir ce qui va advenir de lui s'il sera toujours à 3 l'année prochaine en Ligue 1, s'il monte évidemment. On suivra évidemment les stacks. On a l'habitude de voir ce club faire un peu l'ascenseur, hein. C'est comme le FC Metz. On a l'habitude de voir des montées et des descentes de la part de les stacks. Et Amiens, on verra s'ils peuvent se sauver dans cette Ligue 2. Voilà, on continue. On avait aussi des matchs de Serie A. Alors là aussi, des matchs de bas de tableau, voire, allez, grand max, milieu de tableau. Mais les matchs de Serie A entre Pise et Bologne déjà. Et après, on ira sur le match de la Fiorentina. Donc, Bologne s'est imposé 1-0, un but de Odegaard. Alors, pas le Odegaard d'Arsenal, hein, évidemment, hein. Jens Odegaard, le Danois, hein. Bon, il a joué à l'Alkmaar, bon, pas un joueur qu'on connaît forcément, mais donc victoire de Bologne. Honnêtement, sur le match, j'ai même pas vu le résumé, donc je vais pas vous mentir non plus. On va juste aller checker ce classement. Bologne qui s'impose du coup, qui a 39 points à 8 points d'écart des places européennes. Pas sûr que ça suffise pour Bologne pour aller accrocher ces places européennes, hein. On rappelle Bologne l'année dernière qui était dans ce top 6, hein, de Serie A. Pise, nouvelle défaite, 3 défaites d'affilée, 4 défaites en 5 matchs. euh, qui est toujours à 15 points ex aequo avec les Lazerone qui est dernier, Pise qui est 19e. 3 défaites contre Bologne, Lafio et l'AC Milan. Voilà, on parlait de Lafio qui a perdu 3-0 contre l'Udinese quand même. Euh, un but de Kabasele, de Davis sur penalty et de Buxa pour l'Udinese, hein, l'ancien club de Florian Thauvin, euh, l'année dernière encore. Donc la Fiorentina, ça allait un peu mieux en ce moment en Serie A.
Ils étaient sur 2 victoires, hein, victoire contre Com, victoire contre Pise, et qui perd. Donc ça va être compliqué jusqu'à la fin de saison pour la Fio, hein, qui est toujours à égalité de points avec Cremonese 17e, hein, la Fio qui est 16e, et Lecce qui est 18e, hein, donc premier relégable, mais ex aequo de 2 points avec la Fio. Donc ça va être compliqué toute la saison pour les Florentins. L'Udinese qui est 10e de ce championnat italien, qui était sur 3 défaites d'affilée et qui se remet dans le droit chemin. Euh, en tout cas pour se maintenir, hein, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent aller chercher les places au-dessus. Voilà. Tac, 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 tac. On va checker s'il n'y avait pas un ou deux Français quand même à noter. Bon, Nicolo Zaniolo, on se souvient, l'ancien de la Roma. Mince, mince, j'ai encore fait une bêtise. Ou Marsolé qui était blessé du côté de l'Udinese. Euh, alors c'est Abdoulaye Kamara qui était sur le banc. Abdoulaye Kamara qui était sur le banc, qui n'est pas rentré. Et après le reste, côté Fiorentina, il n'y a pas grand-chose à redire. Moïskine, l'ancien du Paris Saint-Germain, l'ancien de la Juve. Rougani aussi, qui était bien titulaire. David De Gea, l'ancien gardien de Manchester United, hein, qui est dans un bourbier un peu à la Fiorentina. Mais voilà, défaite de la Fio qui est, on le répète, 16e ex aequo avec le premier relégable. Voilà, pas une grande soirée Serie A hier soir. En Ligue portugaise, pour ceux qui suivent la Ligue portugaise, il y avait Benfica qui jouait contre Gil Vicente. Gil Vicente, je sais plus, il me semble qu'il y avait un Français qui avait joué là-bas, assez connu. Mais bref, victoire du Benfica de José Mourinho avec des buts de Antonio Silva et de euh, d'Andreas Schleuderup, hein, le Danois. C'est Danois qu'il est? Norvégien, pardon, Schleuderup, donc qui s'est imposé contre Gil Vicente 2 buts à 1. Prestiani était bien titulaire, hein, on se rappelle le joueur qui a été suspendu par l'UEFA après des propos supposés racistes, hein, on n'a toujours pas forcément la preuve qu'il les ait dit, mais en tout cas supposés racistes, on a envie de croire Vinicius quand même, hein. Euh, et donc qui était bien titulaire du côté de Benfica. Euh, Pavlidis devant, bon c'était une équipe classique, hein, Otamendi en défense centrale. Gil Vicente, honnêtement, je connais pas forcément des joueurs qui sont là-bas. Moreira, Hernandez et Carlos, aucune idée de qui sont ces joueurs. Mais voilà. Voilà, l'équipe de José Mourinho qui s'est imposée. On va aller checker juste le classement du Benfica. Du coup, le Benfica est troisième. Ils sont sur 4 victoires d'affilée. Victoire contre Alverca, contre Santa Clara, l'AFS et Gil Vicente. Du coup, Benfica troisième avec 58 points à 2 et 5, 7 points d'écart avec le FC Porto et 3 points d'écart avec le Sporting deuxième. Voilà. Et on avait de la MLS, mais on en a parlé hier, hein, avec la victoire de San Diego contre Saint-Louis et de Orlando, enfin de l'Inter Miami contre Orlando, peut-être le futur club, hein, Orlando City, d'Antoine Griezmann. On en a pas mal parlé la semaine dernière. On va passer aux matchs de ce soir qui seront peut-être un peu plus intéressants que hier soir. Qu'est-ce que l'on a par quoi on commence? Est-ce qu'il y a des gens sur le chat déjà? Manifestez-vous, n'hésitez pas, hein, à venir discuter tous ensemble, que ça soit sur Twitch ou sur TikTok, à venir parler football. On a de la Première Ligue, de la FA Cup, de la Coupe du Roi. Bon, la FA Cup, c'est Port Vale contre Bristol City, on ne reviendra pas dessus. La Coupe du Roi, le Barça peut-il créer l'exploit contre l'Atlético Madrid? Une nouvelle remontada pour le Barça. Avoir la Coupe de France entre Strasbourg et Reims, ça ne sera pas forcément la plus belle affiche de cette Coupe de France ce soir. Et la Coupe d'Italie, par contre, comme Inter, ça peut être très intéressant. On a pas mal d'articles, hein, sur Com et la gestion de Sèche Fabregas. Mais on va peut-être démarrer sur la Première Ligue du coup. Pour les matchs de ce soir, donc on aura Bournemouth, Brentford, Everton, Burnley, Leeds, Sunderland et les Wolves contre Liverpool. Honnêtement, c'est pas des gros matchs, hein, qui s'annoncent ce soir. Leeds, c'est plutôt bas dans le classement. Sunderland, hein, après un bon début de saison, ça commence à rentrer dans le rang. Everton, Burnley, c'est du relégable, hein, dans cette première ligue. Bournemouth, Brentford, là aussi des matchs
de milieu de tableau, hein, forcément, on va peut-être parler de Liverpool quand même. Voilà, Leeds, hein, Leeds c'est 15e, Burnley c'est 19e, on a dit quoi, Sunderland c'est 12e. Brentford, voilà. Si ça passe par contre pour le coup, Brentford, ça peut aller chercher Chelsea. Euh, Ça peut aller chercher Chelsea, donc ça joue les places européennes pour Brentford. Bournemouth, voilà, qui est juste là, 10e, avec 39 points. Mais oui, hormis Brentford, qui est une équipe intéressante, le reste, bon, c'est un peu du milieu de tableau. Everton, hein, ça se rattrape pas mal par rapport aux saisons dernières, hein, avec leur nouveau stade, on le rappelle, le Dinkinson Stadium, hein, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Euh, mais voilà. Donc on va aller quand même sur Liverpool Wolverhampton, donc qui aura lieu ce soir. Wolverhampton, on le rappelle, toujours dernier de cette première ligue qui s'est imposée ce week-end, hein, contre Aston Villa. Donc bon signe pour Wolverhampton, même si ça va être compliqué, hein, il y a 12 points. 12 points. 7 et 5, oui, ça fait 12 points. Oui, je sais compter, les amis, hein. À 28 ans, je sais toujours compter. Donc il y a 12 points d'écart avec West Ham, hein, qui est le premier relégable. Et on en rajoute 2, donc 12 plus 2, 14 points d'écart entre Nottingham Forest et Wolverhampton. Donc ça va être très compliqué, hein. Il me semble que les Wolves, hein, voilà, ils ont que 2 victoires cette année. Est-ce qu'ils peuvent battre Liverpool en plus? Bon, alors ça sera au stade des Wolves, hein, le Molineux Stadium. Mais est-ce que ils sont capables de voilà, battre un nouveau candidat au top 5 ce soir, cette équipe des Wolves entraînée par, comment il s'appelle déjà, le coach de Wolverhampton. J'ai plus le nom du coach. Tac, 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 on va aller voir directement, hein, histoire de faire honneur. Voilà, Rob Edwards, qui est arrivé en cours de saison. Donc sur les compos probables, ça sera un 3-4-2-1. Donc c'est quand même toujours la même équipe que l'on voit du côté de Wolverhampton, avec ça dans les cages, Bueno, Mosquera, Totti. C'est pas forcément Totti qu'on voit dans cette défense habituellement. Bueno à gauche, par contre, on a l'habitude. Joao Gomez, André et Tchatchoua au milieu de terrain. Mané, Angel Gomez, l'ancien Marseillais qui est arrivé cet hiver, pardon, dans cette équipe de Wolverhampton, hein, son retour en Angleterre, et Armstrong devant. Côté Liverpool, on nous propose composition probable, hein, de Flashcore, évidemment, le 4-2-3-1 de Arne Slot, avec Alisson dans les cages, Frimpong de retour de blessure petit à petit, avec Ibrahima Konaté, Van Dijk pour la défense centrale. Là, c'est plutôt du classique. Kerkez à gauche, là aussi, même s'il fait une saison assez moyenne, hein, Milos Kerkez. Au milieu de terrain, McAllister, Gravenberch, ça devrait être ça. Après, peut-être un changement, Szoboszlai à la place d'un des deux. Mais Florian Wirtz semble blessé pour ce match, donc il sera peut-être pas forcément titulaire, hein. Florian Wirtz, hein, qui commence à retrouver des couleurs du côté de Liverpool, avec le français Hugo Ekitike et Mohamed Salah à gauche, avec Cody Gakpo. Mohamed Salah à droite et Cody Gakpo à gauche. Normalement, ça devrait être ça. Je vois pas forcément des changements. Qu'est-ce que j'ai vu? On a reçu une rose. Merci une nouvelle fois, Lisa Marie. Comme tous les matins, Lisa Marie qui m'envoie ma petite rose. Là, c'est la rose de l'après-midi. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces cadeaux sur le live. Merci pour les likes. Je vois que ça monte petit à petit. Donc, on avance. Je continue. Du coup, donc, c'est Liverpool qui est quand même favori, hein, dans ce match, hein. Les codes sont autour de 1,50 à peu près sur les bookmakers, pardon. Euh, Liverpool, on en reparlera aussi avec leur ancien coach Jürgen Klopp, hein, qui pourrait quitter le giron Red Bull. Mais voilà pour ce match de Première Ligue à suivre ce soir à 21h15. Euh, voilà, ce sera le match peut-être le plus intéressant, hein. Le reste, hein, j'ai pas envie de vous vendre du rêve pour rien. Peut-être le Brentford-Bournemouth. Il y a de quoi voir quelque chose avec Igor. Alors, comment il s'appelle le top buteur là? Igor Thiago, le buteur de Brentford, hein, qui a quand même 18 buts dans cette première ligue. Donc voilà pour ces deux matchs à peu près à suivre. À suivre, à suivre. J'étais en train de réfléchir s'il y avait. Bon, Leeds, Sunderland, honnêtement, pas cadeau à voir. Et Everton Burnley, pas cadeau à voir non plus, je pense. Ce sera peut-être plus intéressant demain avec le Aston Villa Chelsea, même Brighton Arsenal, Newcastle Manchester United.
ça sera déjà un peu plus passionnant. Pour cette première ligue, on va passer. Bon, il y a de la FA Cup. Ce match de FA Cup entre Port Vale et Bristol City. Alors, ça compte pour. Et j'en ai bien aucune idée. Ça compte pour les huitièmes. Donc, qui n'a pas encore son adversaire pour les huitièmes de finale de la Cup? Donc, c'est Sunderland. Ok, donc c'est Sunderland, hein, ce sera pour l'adversaire de Sunderland lors des huitièmes de finale de cette, cette coupe de FA Cup, donc c'est la coupe de la Ligue, coupe d'Angleterre, pardon, voilà, je cherchais le pays en plus. Port Vale, Bristol City, et en fait c'est un 16e de finale en retard qui déterminera l'adversaire de Sunderland pour les huitièmes de finale de cette FA Cup, je le rappelle, Coupe d'Angleterre. Coupe d'Angleterre, Coupe du Roi avec la Coupe d'Espagne évidemment, hein, entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Le Barça qui avait battu 4 buts à 0 au Wanda Metropolitano Stadium. L'Atlético Madrid, on le redit encore une fois comme d'habitude, équipe capable du meilleur comme du pire. Là ils avaient mis 4-0 au Barça en une mi-temps il me semble, hein, sur ce match aller. Est-ce que ça sera la même au match retour? Là ça sera au Camp Nou. Le Barça, grosse démonstration ce week-end, même si c'était contre une équipe. Pas une grosse. Enfin, c'était quand même Villarreal, hein, c'était quand même Villarreal 4ème, avec un triplé de Lamine Yamal. Donc, à mon avis, ça va pas être le même match. On peut s'attendre à une victoire du Barça. Après, est-ce que le Barça va créer l'exploit en remontant les 4 buts? Ça, je ne mettrai pas ma main à couper non plus. Au niveau des absents, côté Barça, Christensen, De Jong, Eric Garcia qui a pris un carton rouge lors du dernier match, Gavi toujours blessé, et Lewandowski incertain avec une blessure à l'œil. Donc on verra. Au niveau de la compo, on nous propose le 4-3-3 dans Ziflik avec Juan Garcia. Est-ce que il placera, alors Marc-André Ter Stegen hein, n'est plus hein, pour l'instant au Barça, donc ça devrait être Juan Garcia qui devrait être titulaire dans les buts. Baldé à gauche, pourquoi pas, ou plutôt Joao Cancelo, à la place de Ubalde ou de Jules Koundé, qui joue beaucoup, hein, on le rappelle toujours, Jules Koundé toujours avec beaucoup de temps de jeu. En défense, Ronald Araujo, à mon avis, sera bien titulaire aux côtés de Koubarsi. Ça m'étonnerait qu'ils mettent Bernal ou Forte en défense centrale. C'est pas Bernal que je cherchais. Comment il s'appelle? Gérard Martin. Gérard Martin qu'on a pu voir de temps en temps dans cette défense du Barça. Au milieu de terrain, Olmo, Pedri, Fermin. Est-ce que les trois seront bien titulaires? À mon avis, Pedri sera bien présent. Lui qui revient de blessures pour la Coupe du Roi, ça va lui donner un peu de temps de jeu pour se remettre en jambes. Après, est-ce que les trois seront titulaires? Ça m'étonnerait. Je pense qu'il y en a un des trois qui sera quand même sur le banc et Hansi Flick va faire tourner. Et après, en attaque, Lamine Yamal, Ferran Torres, Rafinha. Je pense que ça sera ça, l'attaque du Barça. Côté Atlético Madrid, Colchoneros, hein, le Cholismo, le Cholo Simeone, hein, le coach madrilène. Euh, Au Black dans les cages, normalement, il fait pas beaucoup tourner lui aussi en Coupe du Roi. Jiménez le Normand, à la place de Anko Poubil, à mon avis, ça peut être ça dans cette défense. Molina Ruggieri, à voir. Giovanni Simeone, hein, son fils, hein, qui sera titulaire à gauche possiblement. Ou Thiago Almada, l'ancien lyonnais aussi, qui revient de blessure. Au milieu de terrain, Cardozo, Llorente. Est-ce qu'on verra ces deux joueurs dans ce milieu de terrain? Et après, on nous propose Sorloth Alvarez en attaque. Je vois bien quand même Ademola Lookman démarrer, peut-être à la place de Baena ou à la place de Julian Alvarez. Même Antoine Griezmann, hein, qui pour l'instant hein, est toujours au club. Donc on verra si Antoine Griezmann sera titulaire pour cette demi-finale. Peut-être un des premiers trophées hein, de Grisou. Euh, avec l'Atlético. Évidemment, hein, on sait qu'il a déjà gagné certains trophées, mais il me semble pas qu'il ait de Coupe du Roi avec l'Atlético Grisou. NFC Mangalici est présent sur le chat. Qu'est-ce que tu nous dis? On est tellement nul. Waouh! Alors j'imagine que tu nous parles une nouvelle fois de ton club de Nottingham Forest.
Nottingham Forest, hein, qui s'est quand même qualifié pour les huitièmes de finale d'Europa League contre Fenerbahçe. Je ne sais pas quand ça se joue exactement. Il me semble que c'est la semaine prochaine, non? La Ligue Europa. Le 12? Oui, le 12, ça sera la semaine prochaine. Donc, effectivement, Nottingham Forest qualifié pour ses huitièmes de finale. Demain, il joue contre Manchester City, non? Voilà, Nottingham Forest à l'Etihad Stadium, donc ça va pas être facile pour cette équipe, hein, on le redit, qui est en difficulté. On aura peut-être le temps d'en reparler demain de cette équipe de Nottingham, un 17e, hein, ils sont sur 3 défaites en 5 matchs, 2 défaites d'affilée, une contre Liverpool et une contre Brighton. Mais oui, et à 2 points de la relégation quand même, hein, on le redit, cette équipe de Nottingham Forest. Si tu veux nous parler de ton club, si tu as des questions, ou je sais pas, peu importe, n'hésite pas, mon cher NFC Mangalichi. Euh, Est-ce qu'il y a un autre joueur possiblement qui serait sur le départ du côté de Nottingham, hein? On nous parlait d'Eliott Anderson, il me semble, il y a quelques semaines. Est-ce que aussi, comment il s'appelle, je sais, j'ai plus le nom du milieu de terrain. Comment il s'appelle leur capitaine? Le capitaine de Nottingham Forest. Je l'ai perdu. Makati. Voilà. Morgan Gibbs White. Est-ce que lui aussi est sur le départ? En tout cas, n'hésite pas. Sinon, nous on continue. On était sur la première ligue. On était sur la Coupe du Roi. Donc, la Coupe du Roi, le Barça gagnera-t-il son match? Au niveau des cotes, qu'est-ce qu'on nous annonce? Donc, tout sur tous les paris sportifs, hein, c'est à peu près du 1,40 pour le Barça qui est favori contre cette équipe de l'Atlético. Est-ce ils pourront se qualifier? Ça sera à voir. N'hésitez pas à me donner vos pronos dans les commentaires, évidemment. FA Cup, Coupe du Roi, Coupe d'Italie avec la demi-finale, il me semble. Hein. Quart de... Non, demi-finale de finale, c'est bien ce que je disais. Entre Com et l'Inter ce soir. L'autre demi aura lieu, la Lazio contre l'Atalanta, donc c'est des matchs aller-retour, hein, pour ces matchs de Coupe d'Italie. Le Com de Cesc Fabregas contre l'Inter de Christian Kivu. Donc au niveau des compos probables, est-ce que Maxence Cacré et Lucas Dacunia seront titulaires dans le 11 de Fabregas? Douvikas aussi. Il y a pas mal de questions à se poser. Ça sera en tout cas du 4-2-3-1, hein, du classique, hein, côté com. 3-5-2 pour l'Inter, à mon avis aussi. Euh, alors là, sur les compos probables qu'ils nous proposent, pas forcément de turnover, hein, sur cette demi. Côté Inter, Lautaro Martinez est toujours blessé. Est-ce qu'on aura Anjuan Boni titulaire aux côtés de Marcus Thuram plutôt que Pio Esposito, ou Pio Esposito et Anjuan Boni? À voir. Au milieu de terrain aussi, on voit Henrik Mkhitaryan, hein, qui sera là, Barella Zielinski, possiblement. Est-ce que Hakan Çalhanoğlu est revenu ce week-end du côté de l'Inter? Donc lui aussi il pourrait jouer, hein, pour se remettre en jambes. Donc l'Inter, hein, qui a gagné contre le Genoa ce week-end 2-0. Çalhanoğlu qui rentre à la 59e minute, donc possiblement démarrer cette demi-finale de Coupe d'Italie, hein, même si c'est un match en jeu, un élément très très important pour les interistes. Akanji, Carlos Augusto, pourquoi pas aussi voir Fratesi dans ce milieu de terrain ou sur un côté, à la place de Luis Enrique peut-être, ou de Fede Di Marco. Ça reste à voir. En tout cas, on en reparlera demain de ce match, hein. Honnêtement, j'ai pas plus d'infos que ça. Je sais même pas si j'ai trouvé un ou deux. On va parler de com, hein, dans la revue de presse, mais pas forcément de l'Inter. En tout cas, si je devais donner un prono, je mettrais quand même l'Inter, hein, même si c'est un match à l'extérieur. Je mettrais quand même cette équipe de l'Inter Milan, euh, même si ça semble serré. Euh, Et enfin, la Coupe de France. Donc, premier match des quarts de finale de Coupe de France. On le rappelle, ce matin, on n'était pas présent parce qu'il y avait la conférence de presse de l'OGC Nice avant le match contre Lorient, qui est un de ces quarts. Il y a aussi Marseille contre Toulouse et le Olympique Lyonnais RC Lens, qui aura lieu demain.
non, après-demain, hein, le Olympique Lyonnais RC Lens, mais là on est sur Strasbourg-Reims. Strasbourg qui a battu Monaco lors du tour précédent et qui a obtenu le tirage, un peu le tirage favorable avec ce Stade de Reims, hein, la seule équipe de Ligue 2 toujours en lice. En plus, le Stade de Reims, c'est pas flamboyant en ce moment, ils sont sur 4 ou 5 matchs nuls. 4 ou 5 matchs nuls d'affilée. 4 matchs nuls d'affilée le Stade de Reims, mais 4 matchs nuls et 4-0-0. Donc ça verrouille côté Reims. Strasbourg qui est une équipe plutôt pas mal en ce moment. Ils ont fait match nul contre, contre le RC Lens ce week-end. Ils ont battu l'Olympique Lyonnais il y a 2 semaines. Euh, et on le disait, hein, une équipe de Strasbourg qui relève la tête après un petit passage à vide. Et donc moi je les vois largement favoris. Est-ce que Gary O'Neill, là aussi, va nous mettre ses titulaires habituels? Marcel Godo, Panicelli, Enciso, Diego Moreira, Valentin Barco, El Mourabe. Enfin, l'équipe habituelle où il va plutôt faire tourner, peut-être remettre Amo Ameyo, Ouattara possiblement, qui pourrait être titulaire dans cette équipe de Strasbourg, hein. Je suis en train de regarder. Pourquoi pas Augsberg aussi, Lucas Augsberg. Euh, On va peut-être aller sur Transfermarkt, hein, parce que des fois, on n'a pas forcément tous les joueurs dans cette équipe, enfin dans ces effectifs de Flash Score Strasbourg. Le RC Strasbourg Alsace. Voilà. Donc, à mon avis, Mike Pender sera dans les cages, hein, il ne fait pas forcément tourner. Bon, en tout cas, Liam Rosenior ne faisait pas forcément tourner. Donc, Anselmino s'est blessé. Lucas Augsberg pour être titulaire. Andrew Omobamidele aussi. Voilà, il y a eu Junior Manga, Maxi Oyedele, Raphaël Louis, c'est un des joueurs qu'on n'a pas forcément vu cette saison. Mathis Amougou aussi. Pourquoi pas le voir. Sébastien Nanasi. À mon avis, grosse pièce sur Sébastien Nanasi qui devrait être sur le terrain ce soir. Et je mettrai aussi Mathis Amougou, à mon avis, qui est plus un piston, il me semble, hein, Mathis Amougou. Abdul Ouattara, Amo Ameyo. Voilà, c'est peut-être des joueurs qu'on verra sur le banc. Et la recrue de cet hiver, David Datro Fofana. Ils peuvent se permettre de faire tourner, hein, on le disait, Strasbourg, hein, ils sont en forme en ce moment. Le stade de Reims, c'est un peu pas ouf. Donc, donc on peut voir cette équipe de Strasbourg l'emporter plutôt facilement en faisant reposer les cadres. Voilà, après. Sur les dernières confrontations, donc sur les matchs de Ligue 1 la saison dernière, il y avait eu un victoire de Strasbourg en fin de saison contre Reims et match nul 0-0 entre les deux équipes sur le match aller lorsque c'était à Strasbourg. Donc voilà, ça va pas être le match de l'année non plus ce soir, mais on espère au moins voir un ou deux buts. Euh, voilà, merci, hein, pour ceux qui like, hein. Je vois que Bulb est présent en plus sur le live. Euh, Tu es malade, Makai. Non, non, ça va. J'étais un peu malade ce week-end, mais ça va un peu mieux. Je te remercie. Mais en tout cas, merci pour les likes, hein, que ça soit Lisa Marie ou Bulb qui ont envoyé les likes sur le live. Ça fait extrêmement plaisir. On a à peu près 1700. On peut encore monter un peu plus, hein. La moyenne en ce moment, c'est 4000, 5000, hein, donc on peut faire ça jusqu'à 16h, hein. On a encore le temps. Sur les matchs de ce soir, il n'y a pas grand-chose de plus à trouver. On va pas forcément parler de la Coupe d'Algérie ou même de la Liga, enfin la troisième, la nationale allemande. Il y a de la Championship. On va pas aller sur des terrains que l'on ne maîtrise pas. On a des qualifications à l'Euro U17 féminine. Bref, bref. On va pouvoir passer à notre revue de presse en tout cas. Donc, comme je l'ai dit, hein, les infos pour ce matin, enfin pour cet après-midi, pardon. L'habitude de tourner à 10h, mais pour cet après-midi, on, on a pas mal de choses différentes, hein, que ce soit de la Ligue 1, Jürgen Klopp, tout ça. Donc, on va un peu mélanger tout ça. Si vous souhaitez lancer des sujets, n'hésitez pas. Je vois les cœurs avec les doigts de la part de Lisa Marie une nouvelle fois. Merci.
pour tous ces cadeaux chaque matin. Ça fait extrêmement plaisir. Merci pour les likes aussi. Je vois qu'on est presque à 2000. Merci énormément à tous ceux qui sont présents tous les jours. Il me semble que j'ai encore une nouvelle fois dit qu'on était le matin. Pas du tout. Il est bien 14h52 et on est le 3 mars 2026. Euh, donc, Lyon, l'écroulada pour la fin de saison. Non! Non, Lyon a un effectif de qualité, ça joue très bien pour cette équipe lyonnaise. Donc je ne pense pas que ça sera l'écroulada, comme ça a été mentionné. Je les vois même maintenir l'Olympique de Marseille à distance pour cette troisième place de Ligue 1. Euh, mais bon, ne jamais dire jamais. Je pense que ça peut tenir pour l'Olympique Lyonnais, même s'il commence à avoir deux trois blessés. Bon, il y a eu cette défaite contre Marseille, totalement mérité pour Marseille. Oui, en tout cas, Marseille a fait le job. Lyon s'est clairement écroulé hein, sur cette fin de match. Euh, mais voilà, victoire de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas forcément de scandale. Pas de profondeur de banc. Oui, c'est ce qu'on dit depuis le début le début de saison, hein, que l'Olympique Lyonnais n'a pas forcément de profondeur de banc. Mais écoute, ça tient. C'est vrai qu'il va avoir la Ligue Europa aussi. J'ai pas forcément pensé dans ma réponse. Ouais, à mon avis, ça va un peu lâcher sur la Ligue Europa et ça va plutôt rester focus sur la Ligue 1, sachant que le tirage de l'Olympique Lyonnais, si on s'en souvient bien, c'est, je sais même plus qui c'est. Je sais même plus qui c'est, on va aller rechecker, hein, ne vous inquiétez pas, tout est à disposition en Ligue Europa. L'Olympique Lyonnais va jouer le Celta Vigo. Pas cadeau non plus, pas cadeau. Ton collègue de travail, Willou, trouve que Mbappé est un joueur à problème. T'en penses quoi? J'ai pas vu ce qu'a dit Willou exactement sur Kylian Mbappé. En tout cas, j'aimerais bien que ça soit un collègue de travail, Willou, hein. Si tu veux faire un feat, on se contacte sur les réseaux sociaux, hein. Pas de souci. Mais je pense pas que Kylian Mbappé soit un joueur à problème. Je pense qu'il a une mauvaise com récemment, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, au niveau du sportif, hein, bah, on a parlé du match du Real. Tu n'étais pas encore présent, mon cher Bull, mais le match du Real, enfin l'équipe du Real Madrid sans Kylian Mbappé, c'est vraiment catastrophique. Il ne se passe totalement rien. Euh, donc vivement que notre cher capitaine de l'équipe de France soit de retour quand même, hein. Petite blessure au genou en ce moment pour lui. Euh, mais je ne pense pas que ça soit un élément à problème. Après, on sait qu'il a quand même comment dire, une forte personnalité, si on peut dire ça comme ça, capable de s'embrouiller hein, avec ses coéquipiers. On se souvient du côté du Paris Saint-Germain avec Neymar, hein, où ils étaient plus forcément les meilleurs amis du monde. Il a une forte personnalité, Kylian Mbappé. Même en équipe de France, hein, c'est peut-être pas le gars le plus aimé, je pense, hein, dans cette équipe de France. Mais pour moi, Kylian Mbappé est un élément essentiel, que ça soit dans le foot mondial, en fait, que ça soit au Real ou, en équipe de France. Penses-tu qu'il se préserve pour la Coupe du Monde, sachant que le Real est incapable de gagner cette année? Possiblement. Possiblement. Honnêtement, après, je pense que c'est un compétiteur, hein, le Kylian. Donc honnêtement, qu'il se préserve en pensant à la Coupe du Monde, ça doit trotter dans sa tête, je pense, hein. Il doit avoir une réflexion sur ça. Est-ce que vraiment il se préserve? Je pense qu'il se serait fait opérer. Si vraiment il se préservait, il se serait fait opérer au genou. Il aurait récupéré pour revenir en fin de saison. Là, s'il s'est pas fait opérer, c'est que je pense qu'il a quand même des ambitions pour cette fin de saison avec le Real de Madrid, même si ça va être très très compliqué contre Manchester City, hein. Quand je le redis, hein, quand on voit le match de hier soir, ça va être très très compliqué pour ce Real de Madrid de s'en sortir. Et même en Liga, hein, c'était un peu un match à ne pas perdre. Même s'il n'y a que 4 points d'écart, ça va être chaud pour cette équipe du Real de Madrid. Et j'irai voir les propos de Wii U, hein, exactement, sur ce qu'il a dit. Je vais peut-être aller déjà me mettre la vidéo à regarder plus tard. Euh, euh, je sais plus, c'est sur quelle vidéo? C'est sur la dernière là, la fin de saison va être spéciale. On va peut-être se la mettre enregistrée dans à regarder plus tard. Voilà pour la vidéo de Wii U. Les joueurs de Nice les joueurs de Nice prennent-ils trop à la légère la mission maintien?
Je pense même pas, je pense juste qu'ils sont nuls. Je vais t'envoyer l'extrait. Je te remercie en tout cas, Bulb. Non, les joueurs de l'EGC Nice prennent-ils trop à la légère la mission maintien? Non, 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 je pense pas. Je pense juste vraiment qu'ils sont nuls, hein. C'est cata l'OGC Nice, honnêtement. Encore en conférence de presse, on l'a vu, hein, Claude Puel, il a beau essayer de comment dire, de diluer un peu ses propos, mais en fait, il comprend que son équipe, elle a beau tout donner, elle n'a pas les ressources, peut-être pour se maintenir. Alors, je pense qu'il y croit, hein, il y croit dur comme fer, hein. Même moi, j'y crois dur comme fer que l'OGC Nice peut clairement se maintenir dans cette Ligue 1, mais il y a des joueurs qui sont clairement pas au niveau et Puel pour la reconstruction, oui, mais pour le maintien, Camboré aurait été plus logique. Pas du tout, pas du tout. Je préfère largement voir Claude Puel que Antoine Camboré dans mon club, honnêtement. Même pour une mission maintien, pas du tout, pas du tout. Moi, vraiment, Antoine Camboré, j'en ai assez vu, hein. J'espère qu'il fera du bon travail. Direct, on m'accuse de n'importe quoi. Non, pas du tout. Il n'y a aucun racisme, hein. Ça va pas ou quoi. Euh, mais non, je préfère largement voir Claude Puel, hein, qui connaît la maison au GC Nice, même s'il y a eu des conflits auparavant avec Jean-Pierre River. Là, on a eu un communiqué récemment qui est sorti concernant l'arbitrage avec le GC Nice. Quoi en penser, honnêtement? Un de plus dans le FC communiqué, hein. Il n'y a pas que le GC Nice, hein, qui fait partie de ces grands clubs plein de communiqués, mais bon, pas forcément utile. Faut noter quand même que l'arbitrage en ce moment en Ligue 1, il est plutôt catastrophique. Du côté de l'OGC Nice, hein, il n'y a pas forcément de cohérence. Dire que Nice dérange, la fameuse phrase. Dire que Nice dérange, ça serait un grand mot, mais voilà, l'arbitrage est plutôt pas forcément cohérent avec cette équipe de l'OGC Nice, mais je pense que l'OGC Nice va se maintenir. Euh, Après, je lirai pas ton commentaire suivant, mais il m'a fait beaucoup rire. Euh, Il va y avoir des problèmes un jour à cause de toi. Euh, Mais, euh, mais voilà. En tout cas, pour revenir sur ta question, Claude Puel est-il l'homme de la situation? Je pense. Il faut juste que vraiment les joueurs se mettent un coup de pied aux fesses, on va dire ça gentiment, pour cette mission de maintien, sachant que le calendrier n'est pas du tout facile pour cette équipe de l'OGC Nice. Voilà. Euh, je vois que les likes ça monte aussi, on est à 2635. Merci à vous les amis pour les likes sur le live. S'il n'y a pas forcément d'autres sujets, hein, si quelqu'un souhaitait lancer un nouveau sujet concernant ce live, peu importe qu'on parle de Ligue 1, de Coupe de France, hein, d'autres clubs, n'hésitez pas. Sinon, on va aller peut-être sur notre petit revue de presse. T'as dit quoi sur Marseille-Toulouse? Moi, j'ai dit Marseille. Honnêtement, Marseille, ils sont en confiance en ce moment. Enfin, ils sont en confiance après leur victoire dans cet Olympico contre l'Olympique Lyonnais. Ça reste quand même, il y a certains bons joueurs quand même du côté de l'Olympique de Marseille, hein. Il n'y a pas tout qui est à jeter par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Et Toulouse, c'est une équipe moyenne en ce moment, moyenne voire mauvaise en ce moment. Donc je vois bien l'Olympique de Marseille, en plus c'est au Vélodrome. Donc je dis Marseille pour cette Coupe de France. Si tu as un score avec les buteurs pour ce match, n'hésite pas pour le prono de l'Olympique de Marseille contre le FC, le Toulouse FC, le TFC, hein, dans cette Coupe de France. Voilà. Sur quoi on peut aller? On parlait de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on va... J'ai vu un... Voilà, on avait des articles sur l'Olympique de Marseille déjà sur les nouveaux investisseurs côté Marseille. Donc avec Scheherazade Semsar de Boissesson, nouvelle patronne, le club à la recherche de nouveaux investisseurs, les enjeux stratégiques de l'OM. Je l'avais dit quand même, hein.
Pour ceux qui sont sur les lives récemment, hein, le matin, avec tout le grabuge autour de Pablo Longoria, j'avais dit que ça serait cette dame qui serait la nouvelle patronne de l'Olympique de Marseille. Je me suis pas forcément trompé quand même, hein. Euh, donc on sait que c'est une proche de Franck McCourt, hein, chez Razad de Boissesson, Semsar de Boissesson, pardon. Euh, c'est une proche de McCourt et dans la situation dans laquelle est l'Olympique de Marseille, c'était sûr qu'au moins elle allait faire un intérim en tant que patronne de l'Olympique de Marseille. Donc qu'est-ce que nous dit l'article précisément? C'est un article de Mathieu Grégoire avec Simon Boll. Euh, donc les dernières annonces autour de l'organigramme de l'Olympique de Marseille traduisent les récents jeux de pouvoir internes, au moins en place jusqu'en fin de saison, et la quête toujours plus délicate d'un équilibre financier. Le 18 décembre, après avoir tenu sa conférence de presse de mi-saison, Pablo Longoria et son premier cercle ont reçu les suiveurs du club dans le salon présidentiel du Vélodrome, pour un cocktail déjeunatoire. Parmi les dirigeants présents, certains avaient à cœur d'évoquer l'article sur Scheherazade Semsar de Boissesson paru dans l'équipe du jour, et il s'agissait d'abord de minimiser son rôle dans la vie de l'OM. Elle n'est là que pour aider sur la réforme de la gouvernance du foot français. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. L'aspect législatif et les points de règlement, bien sûr. Cette vision minimaliste a fait long feu. La vice-présidente du conseil de surveillance PDG de McCourt Global a pris la main sur le club comme elle s'imposait dans les réunions du conseil d'administration de la LFP en visioconférence en apparaissant aux côtés de Longoria avec Admeo, la communicante par l'intermédiaire de sa société Image 7, du propriétaire de l'OM Franck McCourt et du président de la FFF Philippe Diallo pardon, et Nicolas de Taverneau dont elle est proche. Donc Scheherazade Semsar de Boissesson a tenté de secouer le foot français depuis le printemps 2025, sans grand résultat jusqu'ici. Obnubilée par les instances parisiennes avec un profil de cadre rappelant Jacques-Henri Hérault, elle aimerait, comme les autres présidents de clubs d'ailleurs, plus de droits télé et ainsi plus de revenus. Cela prendra du temps et c'est un luxe qu'un actionnaire de 72 ans, sans doute lassé de remettre au pot chaque année, n'a plus vraiment. Donc SSDB Sherazade Semsar de Boissesson s'est ainsi impliqué de plus en plus au quotidien, faisant remonter des consignes d'austérité au bord de Marseillais lors du dernier mercato, se rapprochant aussi de Mehdi Benassia. Le directeur du foot qui veut partir mais a décidé d'étendre son préavis jusqu'en juin, a ainsi fait des déclarations avec elle dans le JDD. Samedi soir, un organe de presse qui est le canal de prédilection d'Image 7 et de Semsar de Boissesson. La communication de Benassia est désormais chapeautée par le clan McCourt et par Maxime Kinard, ancien directeur de cabinet de Longoria. Présente au Vélodrome dimanche soir, elle est déjà ciblée par une partie des supporters de l'OM sur les réseaux sociaux qui lui reprochent ses avis ou positions sur le conflit israélo-palestinien. Alors là, c'est carrément sa politique qui rentre en jeu et qui lui reproche ses avis ou positions sur donc le conflit israélo-palestinien. Elle va choisir le ou la successeur de Longoria, dont les avocats sont toujours en négociation avec ceux de McCourt et lancer un nouveau projet. Celui des 3 ans ayant lui aussi fait long feu. McCourt court après ses pertes. Le projet s'inscrit dans le long et se déploie sur plusieurs saisons, nous confiaient les émissaires français de McCourt en fin d'année. Depuis, le temps de la communication a quelque peu évolué. Comme indiqué en décembre, les finances de l'OM demeurent sur un fil, année après année, environ 500 millions de pertes depuis 2016, et le récent rapport de l'UEFA dont la méthode comptable diffère de la DNCG et n'inclut pas toutes les opérations de transfert, est venu le confirmer au 30 juin 2025. Le club affiche un résultat déficitaire de 105 millions d'euros avant impôt. Il n'y a aucun business dans le monde qui perdure avec celle... Punaise. Encore une fois, j'ai été striké par TikTok. Désolé pour cette pause dans l'article. J'ai encore un nouveau strike de la part de TikTok. Je ne comprends pas pourquoi. Ça commence à me courir sur le haricot, on va dire. Euh, donc, euh, bonne question. Bonne question, bonne question. On va envoyer la nouvelle contestation. Désolé pour cette pause, hein, on espère que ça va être approuvé parce que ça commence à me gonfler. Bref, qu'est-ce qu'on disait? Donc, voilà. Il n'y a aucun business dans le monde qui perdure avec de telles pertes, souffle un ancien dirigeant olympien. Dès l'été dernier, McCourt avait fait savoir qu'il était toujours à la recherche d'éventuels investisseurs. Depuis, le club a multiplié les partenariats, doublant ses revenus de sponsoring avec des marques parfois clivantes auprès de sa communauté, a renouvelé la convention d'occupation du Vélodrome, 29% des revenus issus de la billetterie, et projette un chiffre d'affaires de 240 millions d'euros cette saison.
Malgré ses leviers propres et un potentiel de développement encore important, le modèle économique repose en grande partie sur une qualification directe en Ligue des Champions, et un échec en fin de saison coûterait très cher. La Provence a révélé samedi soir que le clan McCourt valorise aujourd'hui l'OM à 1,2 milliard. Une façon d'ouvrir les discussions ou de mieux les refermer au vu de montants réclamés. Plutôt qu'une vente régulièrement balayée ces dernières années, le clan McCourt souhaiterait l'arrivée d'un actionnaire minoritaire. Hero ou Longoria ont déjà planché sur ce chantier par le passé, mais les émissaires de McCourt ont accéléré les recherches ces derniers mois. Problème de taille, le ticket d'entrée pour 30% du capital tournerait autour de 400 millions d'euros, avec, et la Provence l'a expliqué, peu de latitude décisionnaire dans la vie du club. Le nouvel actionnaire se contenterait de plusieurs membres au conseil de surveillance. Fin mai 2025, Football Benchmark évaluait la valorisation de l'OM autour de 594 millions d'euros, en constante progression depuis 10 ans, alors que McCourt a acheté le club pour 45 millions d'euros, environ 100 millions en incluant le passif, et injecté pas moins de 640 millions d'euros. De l'avis général, la valeur intrinsèque du club a considérablement augmenté ces dernières années. C'est comme si vous aviez acheté une vieille bâtisse à 100 000 euros, comparé à un ancien de la maison, vous avez amélioré le jardin, une route s'est construite à côté, d'un coup votre maison vaut peut-être 250 000 voire 400 000 euros. Ouais, je suis pas sûr de tout ça quand même, hein. Certes, vous avez mis beaucoup d'argent dans les travaux, mais votre bien a pris de la valeur. De là à s'y retrouver financièrement, je suis pas sûr non plus quand même, hein. Un de nos interlocuteurs étire la métaphore. Comme pour une maison, la valorisation du club au-delà du top 10, 15 européens reste hypothétique et dépend du marché actuel. S'il se porte bien, elle montera sans rien faire s'il y a plusieurs intérêts d'investir aussi. Tout ce qui crée de la valeur, l'effectif, les recettes, les infrastructures peut influer. Si le club ne joue plus la Ligue des Champions, en revanche, le prix va baisser. Donc voilà, hein, la vente, enfin la possible vente ou l'entrée en capital de l'OM se joue quand même sur la Ligue des Champions une nouvelle fois pour la saison prochaine à l'Olympique de Marseille. En tout cas, on a vu des chiffres. Est-ce que ça correspond exactement à peu près à ça? Ça reste toujours assez flou, mais on a quand même une petite idée de à quoi ça peut ressembler. En tout cas, notre contestation a de nouveau été approuvée, donc normalement, heu, c'était concernant l'envoi de cadeaux, je sais pas quoi, vous pouvez de nouveau envoyer des cadeaux. Donc normalement, il y a plus de restrictions, concernant ce live aujourd'hui, hein, c'était la deuxième aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à alors les cadeaux, hein, ne vous forcez pas non plus, mais en tout cas, n'hésitez pas à bombarder les likes, hein, pour que les gens viennent petit à petit sur le live, hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont passées à cause de ces restrictions aujourd'hui. J'avais un autre article sur l'Olympique de Marseille concernant par contre le football là plutôt et Habib Beye si je le retrouve. Si je le retrouve. Voilà, en 2 matchs sur le banc, Habibé a déjà modifié le jeu de l'OM. On va aller sur ça et après on arrêtera, hein, pour l'Olympique de Marseille, hein. Chaque semaine, de toute façon, il faut notre petit biscuit, hein, sur l'OM. Donc c'est un article d'Anthony Clément. En 2 matchs sur le banc, Habibé a déjà modifié le jeu de l'OM. Petite gorgée d'eau et j'arrive tout de suite. Alors, même s'il ne veut rien révolutionner, Habibé, le nouvel entraîneur marseillais, a eu le temps de modifier certains aspects du jeu de l'OM, vainqueur dimanche de l'OL. 3 buts à 2. 3 buts à 2, pardon. Certaines choses ne changeront jamais à Marseille où la pression et les émotions sont plus fortes qu'ailleurs et toujours impossible à contenir après la folle victoire contre Lyon. Habibé était aussi expansif que Roberto De Zerbi pouvait l'être et il a enlacé devant les caméras son adjoint Pancho Abardonado avant de saluer les tribunes dans un tour d'honneur partagé par les joueurs. C'est une habitude au Vélodrome et donc pas forcément le signe que ce premier succès en Ligue 1 depuis plus d'un mois est monté aux têtes des Olympiens. Revenu à 2 points de la troisième place lyonnaise après une première défaite à Brest le 20 février, subi en ayant pu diriger une seule séance, Bay a eu cette fois le temps de préparer ce choc crucial et il est ressorti enchanté du stage à Marbella. Le séjour espagnol a été organisé la semaine dernière pour soigner les têtes et les jambes, mais l'entraîneur a aussi pris des premières décisions qui ont pesé. Des retours et des écartés. Très dense et taillé pour le calendrier éprouvant de la Ligue des Champions,
L'effectif marseillais n'est désormais occupé que par la Ligue 1 et la Coupe de France. Les rotations chères à Deserbi vont être moins fréquentes et les places seront encore plus chères. On disait, hein, c'était ça le gros problème de Roberto Deserbi, c'est qu'il avait une composition à chaque match. Et là, c'est un peu plus de régularité dans les compos, ça fera pas de mal à Abibay. Facundo Medina s'en aperçoit bien, lui qui est resté sur le banc lors des deux premiers matchs de Bay, barré dimanche par Naïef Aguerd et Leonardo Balerdi. Le défenseur central avait été devancé à Brest par Benjamin Pavard qui n'en avait pas profité pour redresser sa trajectoire personnelle. Prêté avec option d'achat par l'Inter Milan, l'international français peut difficilement envisager un avenir à Marseille. Et le Vélodrome l'a sifflé à son entrée dimanche au poste de latéral droit. Casse les couilles. Pour Medina, le couloir ressemble également à une bonne solution pour exister davantage. Il a été aligné à gauche lors de certaines oppositions. Désolé, hein, encore un petit souci avec TikTok. Décidément, aujourd'hui, ils veulent pas que je travaille, hein. Euh, Voilà. Donc, il a été aligné. On parle pour Medina, le couloir ressemble également à une bonne solution pour exister davantage. Il a été aligné à gauche lors de certaines oppositions à Marbella. Et Emerson Palmieri a montré récemment des signes de faiblesse. Emerson Palmieri, hein, qui a fait un match assez moyen, hein, contre l'Olympique lyonnais. Les deux buts lyonnais viennent de son côté. Impliqué sur les deux buts encaissés dimanche, l'Italien est moins fiable qu'il ne l'a été lors de la phase aller, moins en jambes aussi, mais il est un cadre comme Geoffrey Kondogbia. Quand il était à 100%, le milieu centrafricain était toujours aligné par Deserbi et Bey l'a titularisé dimanche après avoir tenté en vain de relancer Arthur Vermeulen à Brest. L'entraîneur a aimé la prestation de Kondogbia qui avait pourtant mal commencé, mais avec lui le problème reste le même si ses entraîneurs l'apprécient. Ils peuvent trop peu souvent compter sur lui à cause de sa condition physique. En quête d'impact, Bay a retenu le profil de Toshoku Nadi, qui a enfin fait ses débuts dimanche après avoir été acheté 6 millions d'euros à Zulte Waregem. Lors du mercato hivernal, le milieu nigérian de 22 ans a parfois été associé à Quinten Timber lors du stage, une manière de préparer la suspension de Pierre-Emile Højbjerg mercredi contre Toulouse. Avec la blessure et une épaule de Timber, il a tout pour avoir sa chance, comme l'a eu Ahmed Junior Traoré contre Lyon. À Marbella, le milieu offensif avait été testé en numéro 10 et il a commencé à gauche dimanche avant de se recentrer. C'était un gros pari de Bay car l'Ivoirien peine à exister après avoir été longtemps blessé et il a raté trop de gestes dimanche. Brillant en sortie de banc et impliqué sur les 3 buts, Igor Pechao a donc pris clairement l'ascendant sur lui. Le capitana et le système. Les erreurs de Leonardo Balerdi sont un fil rouge de la saison et le brassard a souvent semblé contribuer à sa nervosité. Bay, Bay était ainsi attendu sur la question du capitanat et il a changé sans faire la révolution pour autant. Promu à Brest en l'absence de Balerdi et déjà vice-capitaine sous Deserbi, Højbjerg a gardé le brassard dimanche et l'Argentin ne l'a pas mal vécu. Ce choix symbolique ne s'accompagne pas d'un déclassement sportif, puisqu'il était titulaire dans une défense à 4, les Marseillais évoluent régulièrement à 3 ou à 4 depuis le début de saison. Eh bien, il préférait un schéma à 3 à Rennes, mais il a débuté en 4-2-3-1 à Brest comme face à Lyon sans hésiter à faire évoluer son système au cours des deux matchs. Au-delà de ces modifications, il tient surtout à donner une autre identité à l'OM au jeu plus vertical et moins attentiste qu'avec Deserbi. Il y a une logique de croissance, la chance se provoque, a-t-il soufflé dimanche. Après la rencontre, l'obsession de l'intensité, concept répété au groupe lors du stage, a abouti à ce match décousu avec une fougue nouvelle et des failles défensives plus anciennes. Comme depuis le début de la saison, les Marseillais sont restés vulnérables dans la profondeur et soumis à des sautes de concentration, mais ils ont emmené le public avec eux malgré leurs défauts et une entame catastrophique. C'était l'une des priorités de Bale qui n'hésite pas à miser sur son passé de joueur olympien de 2003 à 2007 pour nourrir une atmosphère positive. Pour bien connaître Marseille, je pense que les gens iront travailler demain avec le sourire, a-t-il ajouté, et il est le premier à travailler en souriant depuis son arrivée. Donc voilà pour le jeu prôné par Abibay depuis son arrivée, hein, ça fait que 2 matchs, mais il y a quand même quelques changements depuis Roberto Deserbi. On parlait de l'Olympique de Marseille dans cet Olympico, donc la victoire dimanche. On va rester quand même sur cet Olympico, mais côté Olympique Lyonnais. Et la question autour de Malik Fofana, hein, lui qui devait revenir à partir de janvier-février, qui est toujours blessé.
Euh, ouais, alors dans l'article, on nous dit là, attendu début mars. On parlait plutôt de février quand même, hein, pour Malik Fofana, mais quand est-ce qu'il va revenir, hein, absent depuis octobre et dont l'OL aura grand besoin pour le sprint final? Un article de Joël Dominguetti. Donc là, on nous dit, attendu depuis début mars, l'ailier belge de l'OL Malik Fofana gère ses douleurs liées à son opération à la cheville droite qui ont étiré son timing de reprise et pourraient fragiliser sa présence en équipe nationale. On répète, hein, Malik Fofana, international belge. Depuis le dangereux tacle du Strasbourgeois Ismaël Doucouré, sa sortie sur civière le 26 octobre au Groupama Stadium, Malik Fofana, victime d'une entorse grave de la cheville droite, n'a toujours pas fait son retour dans le groupe de l'Olympique lyonnais. L'international belge, 5 sélections, 1 but, meilleur attaquant rhodanien du début de saison, peine à récupérer ses moyens. Opéré en novembre de la syndesmose tibio-fibulaire, le complexe ligamentaire situé au-dessus de la cheville, puis immobilisé avec une botte de marche avant l'entame de sa rééducation en salle fin novembre. Qu'est-ce qui se passe? Décidément, aujourd'hui sur TikTok, tout va mal. Désolé, petit bug de caméra. Je reviens tout de suite, tout de suite. Désolé pour... On est toujours en live sur Twitch, hein, c'est un petit bug, hein, avec les caméras. Avec les caméras. Désolé, je reviens tout de suite, tout de suite. Hop, on m'entend en double. Pourquoi? Voilà, partager la caméra. Euh, hop. Tellement vraiment aujourd'hui, hein. Entre hier et aujourd'hui, il y a quelques soucis. Hop là. Donc, il risque d'avoir un nouveau bug de caméra, hein, d'ici 10 secondes. Voilà. Hop là. Un. Donc on espère que ça va tenir jusqu'à la fin du live, hein. Il nous reste à peu près une demi-heure de live. À mon avis, il y aura un petit nouveau bug, hein. On corrigera ça rapidement. Mais c'est plutôt compliqué aujourd'hui. Désolé pour tous les soucis techniques, hein. On n'est pas tout le temps au point. Mais bon, on fait avec les moyens du bord, euh, comme disait Lafouine, hein. Avec les moyens du bord, on se démerde, on s'en sort. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, sur Malik Fofana et sa blessure. Donc, sa rééducation en salle fin novembre, il a repris la course en ligne droite en décembre avec changement d'appui et explosivité, mais toujours sans contact en janvier. Les oppositions aménagées semblent avoir débuté en février, mais il ressentait encore des douleurs sans doute liées à un phénomène de compensation. La semaine dernière, l'ailier a passé une IRM. Elle démontre que la cicatrisation des ligaments est correcte, mais il a également eu recours à une infiltration pour calmer les douleurs post-opératoires. Cette dernière doit l'aider progressivement à la marche et à la course sans la moindre appréhension. L'effet ne sera pas forcément immédiat. Son retour dans le groupe est attendu au plus tard la semaine prochaine pour le déplacement au Havre, donc dimanche 15 mars. Dans le meilleur des cas, cette semaine pour la réception du Paris FC ce dimanche. De nombreux blessés à son poste en sélection belge. Le temps presse, pas seulement pour l'OL qui a besoin de récupérer ses forces vives offensives, Pavel Sulch, Afonso Moreira qui a remplacé avec brio Fofana et Ernest Nuama qui n'a pas rejoué depuis un an. Mais aussi pour la Belgique dans l'optique de la prochaine Coupe du Monde. 2 rencontres amicales sont programmées en fin de mois aux États-Unis pour les Diables Rouges. Le 28 mars à Atlanta contre les USA et le 31 à Chicago contre le Mexique.
La sélection belge n'est pas non plus épargnée par les incertitudes. Les incertitudes. En attaque, Kevin De Bruyne n'a pas rejoué depuis fin octobre avec Naples. Charles de Ketteler est touché à un ménisque depuis début février. Jérémy Doku, enfin, est out sur la même période, touché à l'un de ses mollets. Le sélectionneur Rudy Garcia a besoin de joueurs valides. On le voit mal relancer ces quatre-là à la fois. S'ils avaient tous besoin, par exemple, de temps de jeu. Fofana reste encore dans les temps pour intégrer une séance normale collective. Il a tout intérêt à être guéri rapidement. Donc voilà pour Malik Fofana, en espérant le revoir bientôt sur le terrain, l'ailier virevoltant belge. Euh, sur quoi on peut aller? Est-ce qu'on reste sur cette Ligue 1? Ouh. Euh, on va quand même parler de Jürgen Klopp parce que cette info elle m'intéresse. Donc en fait, Jürgen Klopp, pour ceux qui se souviennent, quand il a quitté Liverpool, il est rentré dans le giron Red Bull. Red Bull hein, qui est à la tête de plusieurs clubs, que ce soit Leipzig, que ce soit Salzbourg, que ce soit New York. Mais aussi, ils sont actionnaires dans un club en Ligue 1, c'est le Paris FC. Donc ils ne sont pas actionnaires majoritaires, mais ils aident beaucoup pour la construction, l'évolution du club du Paris FC. Et donc Jürgen Klopp, au sein de Red Bull Sport, Red Bull Monde, il est directeur du football et il a été nommé en janvier 2025. Mais il pourrait être déjà sur le départ. Son nom a circulé hein, de retour en tant que coach hein, au Real Madrid. On a parlé de lui avec le départ de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa. On en a parlé, ça se passe mal. Et on va peut-être en parler juste après hein, du Real Madrid. Du coup, hein, comme ça nous fait une petite transition parfaite. Mais donc, c'est un article de Alexis Menuge qui nous dit 14 mois après avoir rejoint Red Bull comme directeur mondial du football, l'ancien coach de Liverpool, Jürgen Klopp pourrait refaire ses valises dès cet été. C'est en grande pompe que Jürgen Klopp avait été intronisé directeur mondial du football au sein du groupe Red Bull le 1er janvier 2025. L'idylle pourrait finalement ne pas s'éterniser. Il y a quelques jours, le quotidien autrichien Salzburger Nachrichten a révélé des tensions entre les responsables du groupe de boissons énergétiques et l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, de Liverpool aussi, et de... je sais plus c'était quoi son premier club, je crois que c'était Mayence ou un truc comme ça. Bref, Klopp ne ferait plus l'unanimité. Olivier Minslav, le patron de Red Bull, a pris tout son temps pour avant d'apporter un démenti, c'est complètement absurde et infondé. Nous sommes satisfaits du travail de Jürgen Klopp, mais la situation sportive des deux principaux clubs de la galaxie Red Bull n'apporte guère satisfaction et une partie de la responsabilité en incombe à Klopp, qui avait été choisi pour notamment les aider à passer un cap et conquérir des titres. Aux 2 tiers de la saison, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Cinquième de Bundesliga à 10 journées de la fin de saison, le RB Leipzig, cinquième, est encore loin d'avoir assuré sa place en Ligue des Champions la saison prochaine. Il accuse 19 points de retard sur le Bayern Munich, premier avec 63 points, malgré un calendrier allégé par son absence sur la scène européenne cette saison. C'est aussi lui qui a imposé le nom d'Ole Werner en tant qu'entraîneur l'été dernier, un choix qui suscite beaucoup de critiques. Quant au RB Salzbourg, il a été sorti sans gloire de la phase de groupe en Ligue Europa, et le manque de continuité au poste d'entraîneur serait également reproché à l'ancien coach de Liverpool. S'il s'est rendu à plusieurs reprises à Jean-Bouin pour suivre des matchs de Ligue 1 du Paris FC ces derniers mois et a été consulté par la famille Arnaud, il est peu investi dans les décisions stratégiques du club parisien dont Red Bull est actionnaire minoritaire, 10,5% du capital. La semaine passée, il n'a pas été impliqué dans le choix de l'identité du successeur de Stéphane Gilly, alors qu'il aurait pu activer ses réseaux et notamment proposer les noms de Marco Rose et Adi Hutter, actuellement libre et passé par la maison Red Bull dans le passé. C'est finalement Antoine Camboré qui a été nommé en tant qu'entraîneur du club parisien. Glasner pourrait lui succéder chez Red Bull. De son côté, Klopp ne serait pas particulièrement heureux avec sa nouvelle mission. Résultat, il serait de plus en plus question d'un départ dès cet été. Plus le temps passe, plus l'Allemand aimerait goûter à nouveau au métier d'entraîneur 20 mois après avoir quitté Liverpool. Le nom d'Oliver Glasner, actuellement entraîneur de Crystal Palace, revient avec insistance pour lui succéder à la fin de la saison. Donc voilà, hein, à voir si Jürgen Klopp reprendra un banc la saison prochaine. Hein, on le répète, son nom circule du côté du Real. Et ça pourrait être très très intéressant de revoir Jürgen Klopp sur un banc. Lui qui avait fait des très bonnes choses du côté de Liverpool et de Dortmund, évidemment. Euh,
En parlant du Real, le fiasco, encore une humiliation. La presse espagnole fustige le Real Madrid après sa défaite face à Getafe. Un article de Julie Vimon. La défaite du Real Madrid à domicile face à Getafe lors de la 26e journée de Liga a suscité de vives réactions dans la presse espagnole. Qualifiée de fiasco, voire d'humiliation, cette contre-performance alimente déjà les doutes autour des ambitions madrilènes et laisse planer la menace d'un échec dans la course au titre. Marca n'a pas mâché ses mots après la défaite du Real Madrid contre Retafe. Lors de la 26e journée de Liga, un autre fiasco affiche en une le quotidien madrilène. Le journal décrit un Bernabéu qui n'en peut plus, au bord de la rupture sans pour autant tomber dans une colère malgré la défaite. Marca évoque plutôt une soirée de lassitude provoquée par une équipe qui ne pratique pas un football digne de ce nom proposant une prestation soporifique. Là, on est totalement d'accord par rapport au match de hier soir en tout cas. Au-delà du simple revers, le média pointe un jeu d'une platitude affligeante, des qualificatifs rarement associés au grand Real Madrid. D'après le quotidien espagnol, les merengues s'appuyaient sur les buts de Mbappé et semblent désormais incapables de s'en passer. Seuls les éclairs de génie et les performances individuelles de Vinicius émergent mais finissent par masquer le dysfonctionnement collectif. Le Brésilien a d'ailleurs été toujours selon le journal le seul rayon de soleil de la rencontre. Même tonalité du côté d'As, qui qualifie le Real d'apathique ce mardi. Le directeur adjoint du média madrilène annonce une équipe minée par le manque de créativité, à la dérive médiocre, résignée à laisser filer un titre de champion, alors même que les sacres restent, selon le quotidien, à la portée du Real Madrid. Avec amertume, As constate que les hommes d'Arbeloa ne se sont montrés dangereux que par des têtes désespérées face à Getafe lundi. Cette contre-performance met également en exergue l'absence de Kylian Mbappé. On en parlait tout à l'heure de l'absence de Kylian Mbappé, vivement questionné par le média. Il est clair que Kylian lui-même ou les médecins n'ont pas géré cette entorse au genou avec sagesse, Mbappé apportant des buts essentiels dans la course au titre. Une période d'autocritique rigoureuse s'impose, conclut le directeur adjoint d'AS Thomas Roncero, empreint de lassitude face à un Real Madrid bien loin de l'équipe fantastique de la saison 2014-2015. Ça commence à remonter quand même. Cadena CR a également regretté cette défaite, évoquant des joueurs qui se sont effondrés lors d'un match qui a une fois de plus mis en lumière les faiblesses du Real Madrid. Le média madrilène constate que les pensionnaires du Santiago Bernabéu ont livré une prestation émaillée d'erreurs à l'image du défenseur Dean Huysen. Tout ce que j'ai dit au début de live, ça se retranscrit dans cet article, donc on n'est pas totalement à côté non plus. Les journalistes ont jugé sa forme actuelle bien en deçà des attentes, avant de la qualifier de catastrophique, allant même jusqu'à le décrire comme un joueur dépassé, une analyse sévère toutefois tempérée par une précision. Le défenseur central hispano-néerlandais n'est pas le seul responsable de la défaite, mais sa prestation explique nombre des problèmes actuels du Real Madrid. Une victoire finale du Real Madrid relève de l'utopie. De son côté, Sport opte pour le terme humiliation en une ce mardi. Humiliation, c'est un peu fort aussi. Perdre à domicile face à Getafe 11e de Liga relèverait d'une piètre performance et constituerait une nouvelle défaite humiliante. Le journal catalan annonce une fin de saison difficile au Bernabéu avec des joueurs qui jouent mal, très mal. Voilà, c'est un quotidien pro-catalan aussi. Mondo Deportivo lui estime que le Real Madrid a entamé ses adieux à la Liga, bien que l'exercice soit encore long et que le Real soit à 4 points de Barcelone. Mondo Deportivo affirme sans détour que croire à une victoire finale du Real Madrid relève de l'utopie. Le quotidien catalan rejoint néanmoins ses homologues madrilènes en soulignant que le seul à avoir tenté quelque chose de différent était Vinicius avant de conclure un chaos que s'il ne signifie pas l'adieu des Blancs au titre de la Liga s'en rapproche beaucoup. Là aussi, une nouvelle fois, à suivre la fin de saison du Real Madrid. Le fiasco, c'est surtout le boucher Rudiger, toujours protégé. Un commentaire de Tonton Pérez. Je trouve qu'il a pas tort quand même. Il a pas tort sur Rudiger. Alors, on continue, on continue, on continue. Sur quoi on peut aller? Sur le com de Sèche Fabregas peut-être? Ça peut être intéressant. Donc, on le rappelle, un com qui joue ce soir contre l'Inter en Coupe d'Italie pour une demi-finale aller à domicile. Donc, le com de Sèche Fabregas, un pressing tout terrain pour nourrir ses ambitions européennes à court terme. Un article de Valentin Poluzzi.
Bien placé en championnat pour sa deuxième saison en Serie A, le COM de Sergio Fabregas vise également une première qualification européenne via la Coupe d'Italie grâce à un style qui correspond déjà au ténor du continent. Il défie l'Inter Milan ce mardi en demi-finale aller. Pardon. Tu es un enfant, tu viens de commencer à entraîner. C'est ce qu'avait hurlé Massimiliano Allegri à l'encontre de Serge Fabregas lorsque les deux entraîneurs s'étaient croisés sur le seuil de la salle de conférence de presse après AC Milan comme le 18 février. Mais le rookie, alors déjà le rookie, hein, c'est pour les premières années. Donc, euh, donc, c'était l'année dernière qu'il était rookie, hein, on peut appeler ça un sophomore maintenant, pour ceux qui n'ont pas les termes basket. Euh, comme c'est dit dans cet article. Bref. Donc, Serge Fabregas est déjà capable de pratiquer le football le plus asphyxiant parmi les 5 grands championnats, selon une étude de l'Observatoire du football CIES, prenant en compte plusieurs facteurs comme la hauteur sur le terrain des pressions exercées, la rapidité à interrompre les possessions, la fréquence des interventions défensives en rapport aux passes concédées ainsi que le nombre de fautes dans le dernier tiers. Ce calcul donne un indice de pression qui place comme en tête du classement devant le PSG et le Bayern Munich. Samedi dernier, encore les hommes de Fabregas ont été rapidement menés par Lecce et avec une possession de 75% à la pause. Ils avaient déjà renversé le score en menant 3 buts à 1. Sur la seconde réalisation, Anastasios Douvikas est allé effectuer un pressing sur le gardien adverse, contraint d'envoyer un long ballon dans la précipitation que Maximo Perrone a récupéré en jaillissant depuis le rond central. À 30 mètres du but, il avait alors 4 solutions possibles. Ce comportement de l'équipe lombarde est adopté contre n'importe quel adversaire, comme lors de la victoire chez la Juventus 2 buts à 0 une semaine plus tôt. Quand j'ai revu le match avec mes joueurs, il me semblait que nous étions plus bas que d'habitude. Nous avions pourtant un bloc moyen haut, même quand eux essayaient de pousser. On a démontré qu'on pouvait jouer comme ça contre les plus grands, avait réagi Fabregas. Pas envoyé sur le banc pour raison disciplinaire. Mais pourquoi Allegri, dont le Milan est l'équipe qui presse le moins parmi celles du Big Five, en avait-il autant après lui? C'est parce qu'il le jugeait responsable de son expulsion après que l'Espagnol, pris par l'adrénaline, a retenu Alexis Salmakers par le maillot le long de la ligne de touche, entraînant une échauffourée entre les deux bancs. Il s'est excusé alors la prochaine fois, j'entre aussi sur le terrain et je mets un tacle à un adversaire. C'était agacé le technicien italien. C'était le troisième entraîneur adverse de Com expulsé en un mois et demi. Fabregas asphyxie ses homologues et ne lâche pas non plus ses joueurs. Samedi, Nico Pass, son joueur phare, 10 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues, est l'une des étoiles montantes du football européen, à 21 ans. A débuté sur le banc à cause d'un retard lors du déjeuner le jour même. Nous sommes une équipe et l'équipe est toujours plus forte que n'importe quoi, c'est justifié Fabregas. Avec ce pressing tout-terrain, son équipe qui brigue la première qualification européenne de son histoire est cinquième de Serie A et demi-finaliste de la Coupe d'Italie 40 ans après sa seule apparition à ce niveau. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, hein, si vous voyez cette équipe de Com, hein, et de Serge Fabregas battre l'Inter Milan dans cette Coupe d'Italie. On continue, on continue. Qu'est-ce que l'on a comme article? On a un article sur l'équipe de France féminine. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de football féminin. Et c'est un article de Siani Delma concernant l'équipe de France, hein, les Bleus, avec un E, évidemment, à la fin. Euh, donc cette équipe de France féminine. Après un turnover incessant ces derniers mois, l'attaque des Bleus doit retrouver de l'efficacité. Donc l'équipe de France féminine qui joue ce soir, on n'en a même pas parlé. Mille excuses. On n'en a même pas parlé, qui joue ce soir en Irlande pour lancer sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2027. L'attaque française a besoin de retrouver de l'efficacité et de la réussite sans Delphine Cascarino, mais avec Marie-Antoinette Catoto. En arrivant ce lundi après-midi au Tallaght Stadium, les Bleus ont pu constater qu'une surprise les attendait sur la pelouse de la petite enceinte champêtre du sud-ouest de Dublin, où elles étaient venues s'imposer en juillet 2023, en match amical. À l'occasion du retour de l'équipe de France, le terrain a été rétréci pour passer de 68 à 64 mètres de largeur. La bonne info! Cela n'a évidemment pas échappé au staff de la sélection tricolore qui a vérifié que les nouvelles mesures étaient bien réglementaires avant d'entamer ce mardi soir sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil.
face à un adversaire qui avait déjà réservé une mauvaise surprise aux Françaises lors de leur précédente visite dans le pays. Il y a un an et demi, les Bleus, alors dirigés par Hervé Renard, avaient chuté à Cork 3 buts à 1 pour leur dernier match de qualification à l'Euro 2025. Certes, elles étaient déjà assurées de disputer le tournoi continental, mais Laurent Bonadei, qui occupait à l'époque le poste d'adjoint, est bien conscient qu'il ne faudra pas prendre à la légère l'Irlande, qui a visiblement décidé d'user de tous les moyens possibles et légaux pour infliger une seconde défaite de rang à ses joueuses. On avait aligné une équipe peu remaniée, mais il n'y a pas d'excuse à chercher, rappelait lundi le patron des Bleus. Si on avait perdu, c'est que l'Irlande méritait sa victoire. On s'attend à un match sérieux et difficile, dans lequel il faudra s'engager pleinement, sans forcément douter, avec conviction et détermination, pour venir chercher les 3 points. Désolé une nouvelle fois sur TikTok, le bug caméra, hein. Je reviens tout de suite, ne vous inquiétez pas, ne bougez pas, hein. Ne bougez pas, on est de retour tout de suite. Hop là. Regardez la magie du direct. Tout est bon. Ok. Euh, Donc qu'est-ce qu'on disait? Oui, face à une formation qui va donc très certainement se présenter avec un bloc compact, Bonadei aura besoin d'une attaque efficace, ce que l'on n'a plus forcément vu ces derniers mois. En raison des blessures et des méformes, le sélectionneur n'a jamais pu aligner la même ligne offensive 2 matchs de suite. Il a même opté pour 6 associations différentes lors des 8 dernières rencontres. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir la possibilité de varier le système d'attaque rassuré hier Bonadei. Ça permet déjà de surprendre l'adversaire qui peut s'attendre à différents types d'attaques en termes de puissance, de vitesse, de technique. Et ça permet aussi à mes joueuses de rester éveillées et d'avoir toujours cette envie de faire mieux, d'apporter un plus. Quand on joue 2 matchs en 15 jours, ça permet au niveau athlétique de maintenir une certaine fraîcheur. Le forfait de Delphine Cascarino montre qu'on ne doit pas être dépendant complètement de certaines joueuses et qu'on doit pouvoir faire confiance à tout le monde. Gianni préfère le côté droit. L'absence de la nouvelle joueuse des London City Lionesses représente néanmoins un coup dur pour les Bleus puisqu'elle est l'attaquante la plus utilisée par Bonadei depuis l'Euro 2025, 6 titularisations juste devant Kadidiatou Gianni. Donc là, on nous parlait de Delphine Cascarino, hein, dont le profil polyvalent demeure une aubaine pour l'équipe de France, même si la Lyonnaise avoue avoir une préférence. J'ai joué sur tout le front de l'attaque, mais je pense être le plus efficace à droite. C'est là où je peux aider l'équipe le mieux possible. Ensuite, dans l'axe, puis à gauche, glisser Gianni. Peu importe où le coach a besoin de moi, j'essaye de donner le meilleur de moi-même. L'ailière d'Elion a repoussé l'idée que les nombreux changements de formule pourraient pénaliser les joueuses en termes d'automatisme. Ça ne change pas forcément grand-chose, ce sont des attaquantes avec lesquelles j'ai l'habitude d'évoluer en sélection. On se connaît depuis un certain temps, les automatismes reviennent assez facilement. Peu importe l'attaque qui est alignée en général, on s'entend bien que ce soit sur le terrain ou en dehors. Absente lors du précédent, absente lors du précédent rassemblement, Marie-Antoinette Katoto est de retour avec toutes les attentes qui accompagnent une buteuse de son calibre. Sa dernière réalisation remonte au 13 juillet 2025 lors de l'Euro face aux Pays-Bas. Depuis, les Bleus n'ont remporté qu'un seul de leurs 5 derniers matchs. C'est vrai que pour avoir vu rapidement l'équipe de France féminine jouer récemment, c'était pas très glorieux, c'était pas très offensif. On se faisait même un peu. On s'ennuyait un peu. On espère qu'avec le retour de Marie-Antoinette Katoto, ça va. Il y aura un peu plus de buts, ça va plus bouger. En tout cas, on suivra les résultats de l'équipe de France féminine. Voilà. N'hésitez pas, hein, à me donner certains sujets, hein. Moi, je continue, hein, sur mes infos un peu aléatoires, hein, aujourd'hui. Cette fois-ci, on va aller sur Adama Traoré, hein, donc on change, on passe du coq à l'âne, comme on dit. Euh, Ça va être intéressant d'en parler juste rapidement d'Adama Traoré. De toute façon, il ne nous reste pas énormément de temps, il nous reste 15 petites minutes. Euh, Sur le live TikTok aussi, on est à 2983 likes. N'hésitez pas à plus que 17 likes et on a au moins passé les 3000. Ça sera déjà un bon cap de passer pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont sur Twitch, hein, n'hésitez pas vraiment à vous manifester sur le chat et à me suivre, hein, pour les prochains lives, pour ceux que ça intéresse. Donc, Adama Traoré interdit de musculation par son coach Nuno Espirito à West Ham. L'ailier espagnol de 30 ans à la morphologie ultra musclée Adama Traoré a été interdit de soulever des poids en salle de musculation par son coach Nuno Espirito à West Ham.
Mais c'est intéressant de parler de ça parce que ça peut jouer sur ses performances, hein. Lui, on sait que c'est un espèce de gros tank, hein, Adama Traoré. Mais peut-être qu'il est un peu lourd sur le terrain et qu'il a un peu moins de mobilité euh, avec le ballon. Et donc, perdre du muscle, ça lui ferait pas forcément du mal pour l'ailier de West Ham. Sa génétique est comme ça depuis quelque temps. Maintenant, il devrait éviter la salle. Je lui ai dit de ne pas aller à la salle de sport, c'est une des choses qu'il a besoin de comprendre. Il transporte assez de poids comme ça. Aussi pour les articulations, hein, quand tu transportes beaucoup de poids comme ça, pour les sauts, pour tout ça, ça joue sur tes articulations. Euh, et si tu veux évoluer au plus haut niveau, faut pas forcément que ça pète non plus. Voilà les propos du coach de West Ham Nuno Espirito Santo en conférence de presse au moment d'évoquer la musculature d'Adama Traoré. Arrivé cet hiver en provenance de Fulham, l'ailier espagnol est réputé pour son physique plus proche de celui d'un culturiste que d'un joueur de Première Ligue. Aperçu assis sur un banc avec des poids chargés sur une barre de musculation dans une vidéo postée par son coéquipier Crescencio Somerville, Adama Traoré a assuré à son coach qu'il ne l'utilisait pas. Il fera du travail de prévention à la salle, mais il n'y sera pas pour soulever des poids. Par exemple, Eridas Golambekis, défenseur de 18 ans des U21 de West Ham, il passe des heures à la salle. Nous avons besoin de lui faire prendre du poids. C'est lui qui a besoin de muscles. C'est l'inverse. On a conclu avec ironie le coach portugais qui avait déjà eu Traoré sous ses ordres à Wolverhampton de 2018 à 2021. Donc là, la petite vidéo, hein, de Adama Traoré sur un banc de muscu. En plus, il y a une sacrée charge quand même, hein, sur le banc. Euh, C'est pas faux ce qu'on nous dit dans les commentaires aussi. Sa génétique est comme ça depuis quelques temps maintenant. J'ai jamais entendu, rarement lu une phrase aussi absurde. C'est pas faux non plus, quoi. Mais bon, après, c'est pas non plus un énorme joueur, Adama Traoré, honnêtement, hein. Il fait plus parler de lui pour son physique que vraiment ses performances sur le terrain. Ce n'est que mon avis. Euh, Est-ce qu'on a deux ou trois articles? Parce que là, ce que j'avais sélectionné, c'est un peu des articles. Bon, c'est des articles de fin de live, hein, donc ça peut être intéressant. Euh, Donc oui, on parlait de maillot rétro, hein, par rapport à Classic Football Shirt. La Liga rend hommage au football du XXe siècle, hein, avec des maillots rétro, des ballons et des tableaux d'affichage vintage. Voilà, pour finir ce live, on a deux trois articles par-ci par-là, hein, pas forcément très sur le sportif. Mais vous savez, bon là pour le coup aujourd'hui c'est le mauvais exemple, j'ai pas forcément de maillot, mais j'aime beaucoup tout ce qui est maillot rétro. Et autres. Et la Liga va rendre hommage au football espagnol du XXe siècle lors d'une journée spéciale où les maillots ballons, affichage TV et publicitaires reprendront un design rétro des années 80. On sait qu'à Madrid aussi, il y a ce musée, je crois que ça s'appelle Legends, qui met en évidence, en lumière, tout ce qui est football des années passées, que ce soit le football européen ou que ce soit le football espagnol. Et c'est toujours très cool de se pencher, hein, sur l'histoire du football, hein, pour, euh, pour en apprendre un peu plus sur l'histoire du football, hein, pour ceux qui sont passionnés, comme moi, évidemment. Pour rendre hommage au football espagnol, donc la Liga a décidé de mettre en place une journée spéciale qui sentira bon les années 80. Ainsi, chacun des 20 clubs de Liga et des 22 clubs de Liga 2 devra choisir un maillot historique que les joueurs porteront à cette occasion. En espérant qu'il y ait des bons choix de maillots aussi, hein. Là, pour le coup, celui de Valence, hein, il est pas très beau. Il fait très rétro, mais pas très beau. L'objectif est de recréer toute une époque en changeant également les ballons, les tableaux d'affichage dans les stades et les typographies à la télévision. L'annonce officielle devrait intervenir la semaine prochaine selon le média Tribuna Deportiva, spécialiste du Valence CF. Tous les clubs devraient révéler leur maillot le 19 mars afin de mettre en place cette opération lors de la dernière journée du championnat d'Espagne le 24 mai. Donc la journée où il y aura tout cette émulation, ça sera le 24 mai et ça sera annoncé normalement le 19 mars. Donc on aura le temps d'en parler, voilà, hein. J'espère qu'en tout cas, on pourra avoir de beaux maillots.
La MLS aussi, une petite info sur les Vancouver Whitecaps, qui vont payer 300 000 € de dédommagement à la suite d'un match manqué par Lionel Messi en mai 2024. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cet article, hein? C'est un peu incompréhensible déjà sur le titre. En mai 2024, les Vancouver Whitecaps avaient vendu toutes les places à un prix plus élevé que d'habitude pour la réception de l'Inter Miami, grâce à une stratégie marketing citant la présence de Lionel Messi, finalement annoncé absent avant le match. D'accord. Acheter des places plusieurs centaines de dollars pour voir Lionel Messi jouer et apprendre qu'il ne participera finalement pas au match, voilà la mésaventure de nombreux fans ayant pris leur place pour assister à la rencontre de MLS entre les Vancouver Whitecaps et l'Inter Miami le 26 mai 2024. Depuis son arrivée en juillet 2023 outre-Atlantique, Messi offre une attractivité quasi sans précédent au championnat américain. Je vous avoue que moi aussi, hein, j'ai craqué hein, pour, en tout cas l'année dernière. Hein, après, j'ai vu l'état du championnat américain. Je me suis quand même, je me suis quand même résilié, hein, mais j'avais pris le pass hein, pour regarder la MLS la saison dernière, juste pour voir les matchs de Lionel Messi et de l'Inter Miami, où il y avait encore, bon, il y a toujours Luis Suarez, mais il y avait encore Sergio Busquets et Jordi Alba aussi dans son équipe. Euh, Donc, outre-Atlantique, Messi offre une activité quasi sans précédent au championnat américain, dont les clubs sont bien décidés à profiter, notamment à travers leur billetterie. À l'image de la Ligue 1, lorsque l'Argentin évoluait sous les couleurs du PSG, sa présence dans l'effectif parisien permettrait à des clubs comme Angers, Troyes ou encore Clermont de voir leurs tribunes pleines lors de sa venue. En MLS, même principe. Même principe, c'est donc naturellement en mai 2024 que le club de Vancouver a basé sa campagne publicitaire sur la venue de l'Argentin, mais aussi de Luis Suarez, de Sergio Busquets dans le sud-ouest du Canada pour vendre des places à un prix bien plus élevé. Mais 2 jours avant le coup d'envoi, Tata Martino, alors coach de l'Inter Miami, a annoncé que le trio en question, Messi, Suarez et Busquets, ne ferait pas le déplacement. Donc là, c'est aucun des trois hein, qui était présent. C'est même pas que Messi, c'est vraiment les trois qui n'étaient pas là. Les Whitecaps avaient alors publié un communiqué annonçant regretter ses absences, puisque le club allait enregistrer un record d'affluence en MLS et en dédommagement allait réduire de 50% le prix des boissons et nourritures dans le stade et offrirait aux jeunes de moins de 18 ans des repas gratuits. Malgré une plainte, l'affaire a été réglée par un accord à l'amiable, des gestes considérés comme insuffisants par de nombreux fans qui ont porté plainte contre Vancouver et la MLS par le biais d'une class action. Donc c'est une action introduite par un groupe de personnes contre un professionnel auteur de leur préjudice commun, hein, menée par un homme nommé Oh Chun, dénonçant une technique promotionnelle de vente de billets trompeuse servant d'appât et qui laissait entendre ou suggérer la participation de Messi et ses deux coéquipiers à ce match. Si la MLS et les Vancouver Whitecaps ont nié toute responsabilité, ils ont accepté euh, passer un accord à l'amiable pour éviter des frais juridiques supplémentaires. Ainsi, la Major League Soccer et Vancouver vont verser 347 000 dollars, donc c'est 300 000 euros, à trois organismes de bienfaisance sportif, donc Kids Sport British Columbia, Canada Scores et BGC South Coast BC. Une indemnité de 1500 dollars, 1300 euros sera également remise aux représentants de la plainte. Dans cet accord, une clause oblige également Vancouver à ajouter une mention pour informer euh, les acheteurs que si la participation des joueurs ne pouvait être garante sur son site internet ainsi que sur la plateforme de revente Ticketmaster. Un porte-parole du club de MLS a confirmé aux médias The Athletic que le règlement de ce litige était en cours. De son côté, une juge canadienne interrogée par la presse locale a indiqué que cet accord était équitable, mais aussi tenu à souligner que le représentant de la plainte Ochun avait été la cible d'insultes racistes sur les réseaux sociaux une fois que son rôle dans cette affaire avait été rendu public. Bon là c'est encore autre chose qu'on ne veut pas voir dans le football de haut niveau, le football professionnel évidemment. Voilà, donc il est 15h56. Est-ce qu'il nous reste un petit article, un petit truc à trouver? Peut-être un jeu? Peut-être un jeu, pourquoi pas, hein, pour finir ce live. Euh, Peut-être une grille de fouille, une grille foot, pardon. euh, ou le World Cup. Alors World Cup, on n'a jamais fait, on va peut-être finir sur ça. Bon, désolé, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, hein, mais on va finir juste sur un petit jeu. Si je le trouve pas, c'est pas très grave, mais on va essayer de le trouver. Trouver le mot mystère en minimum de tentatives. Le mot à trouver est en rapport avec le sport. Ah, mais on n'a aucun indice, rien du tout. Waouh. Le mot à trouver. Alors là, balle.
Putain, c'est Motus en fait le truc. Ok. Euh... Donc on a un A, un E. En plus, vous voyez pas mon écran. Enfin, pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez voir mon écran. On a un. Donc c'est un mot en 5 lettres. Euh... C'est un mot en 5 lettres. Sauce. Non. A, U, S, C, E. Ok. On a un S qui se balade quelque part. Un mot en rapport à trouver, un rapport avec le sport. Euh... alors là, on est sur un jeu plutôt catastrophique. Je suis vraiment nul à ce genre de truc. En plus, sur TikTok, vous voyez même pas, il y a même pas ma tête, pas l'écran. Donc c'est plutôt catastrophique. J'en suis désolé. Mais on va essayer de finir. Donc on a un mot en 5 lettres en rapport avec le sport, avec un A en deuxième lettre et un E en dernière lettre, et avec un S qui se balade. Euh... Pause. Ok. Ok. En tout cas, merci pour la rose, hein, ça nous donne de la force pour finir ce jeu. Mais alors là, j'en ai aucune idée. Il n'y a pas de U. Euh, Est-ce qu'il y a un I? Les? Non. Masse? Non plus, j'ai pas. Euh, Un rapport avec le sport, mais alors là, pas de C, glaise? Glaise? Non, Gèse? Alors, on le coupera hein, pour la rediffusion, ça, hein, parce que le mot n'existe pas dans ce dictionnaire. Bien vu. Aise, francaise, si c'est ça. Pas du tout, le mot n'existe pas. Trouver un rapport avec le sport, mais putain. Euh, Danse? Eh oui. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a trouvé le mot? Danse. Voilà. Super jeu à ne jamais refaire en live, hein, ça ne rime à rien. Bref, il est 16h, on s'arrête. Faute. Merci en tout cas pour la suggestion sur le live Twitch. Merci à Lisa Marie en tout cas. Faute, c'était pas faute, c'était danse le mot. En tout cas, merci quand même de m'avoir aidé pour ce jeu. Euh, On s'arrête là pour aujourd'hui. On sera de retour demain en live. Alors 10h midi, hein, de retour en live demain, 10h midi sur TikTok et Twitch. En attendant, passez une bonne fin de journée, passez une bonne soirée. Régalez-vous avec la Coupe de France, Coupe d'Italie, la Première Ligue, hein, peu importe ce que vous regardez ce soir. Même si vous regardez autre chose, l'équipe de France féminine aussi. Mais en tout cas, passez une bonne fin de journée. On se retrouve demain, 10h midi, en live. Il y a aussi la conférence de presse de Claude Puel avant Nice-Lorient, enfin Lorient-Nice, que je mettrai sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat et Fred. Et évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne YouTube à Trick et Faire. En tout cas, passez une bonne fin de journée et on se retrouve demain. Ciao les amis!